Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de découverte de Spellweaver, le CCG de Dream Reactor. Mumcard ce soir va vous présenter le jeu, va essayer de vous accompagner dans les premiers pas et puis de vous expliquer un petit peu pourquoi Spellweaver est un jeu qui intéresse Mumcard et pourquoi nous plaçons pas mal d'espoir dans son développement et dans son futur. Alors pour commencer, Spellweaver est entré dans sa phase d'open beta depuis le début du mois de juin. Nous avions déjà fait des vidéos de découverte au niveau de la close bêta. Depuis, le jeu a évolué, donc on a ressenti le besoin de faire de nouvelles vidéos, de produire de nouvelles vidéos, afin de vous guider au mieux dans vos débuts sur Spellweaver. Alors, la première chose qu'on pourrait se demander, c'est pourquoi jouer à Spellweaver dans un marché du CCG online qui est quand même assez saturé entre tous ses concurrents, que ce soit Hearthstone, X, Duel of Champions, Soulforge, Faeria, bref, il y en a beaucoup plus que les doigts de la main actuellement sur le marché. Alors, je pense que Spellweaver a tout de même des atouts qui sont assez uniques et qui le démarquent un tout petit peu de ses concurrents. Un des premiers atouts que je lui vois, c'est que c'est un jeu qui a un savant équilibre entre rapidité de jeu et complexité. C'est-à-dire que là où certains concurrents pourraient être taxés de simplicité, ou d'autres concurrents pourraient être taxés de lenteur, eh bien Spellweaver est en plein milieu. C'est-à-dire que vos parties seront plutôt rapides, les échanges, les phases ne sont pas contraignantes, et le tout donne un sentiment de fluidité et l'envie tout simplement de retaguer, de refaire une partie, et la facilité avec laquelle on peut enchaîner les parties ajoutées à cette espèce de rythme très élevé rendent le jeu assez agréable à jouer et à farmer. Puisqu'on est dans un jeu de cartes, il va falloir farmer. En parlant de farm, un deuxième avantage du jeu, c'est qu'il est vraiment très très free to play. C'est-à-dire que c'est quand même très facile par rapport à ses concurrents euh, d'obtenir les cartes. C'est-à-dire que là où pour les concurrents il faudrait des mois et des mois de farm ou passer par la carte bancaire, Spellweaver est quand même un cran au-dessus à ce niveau-là. Il vous suffit de farmer correctement pendant quelques semaines et vous aurez accès à toutes les cartes du jeu assez aisément. Le système de craft que l'on va détailler dans cette première vidéo y est pour beaucoup. Le système de quête est quand même super immersif. Ça c'est aussi donc un troisième avantage, mais qui est lié à cet avantage de très free-to-play, c'est que il y a un système de quête dans Spellweaver qui fait que vous avez envie de jouer pour une quête qui va vous rapporter des cartes et qui va vous faire évoluer un petit peu. C'est très immersif et très addictif de commencer à faire nos quêtes journalières. Ce n'est plus une contrainte, c'est plus on a envie que la quête journalière pop en fait, tout simplement. Alors que dans les autres jeux connus, même pas forcément des jeux de cartes, quand une quête journalière arrive, on dit bon bah il faut que je la fasse. Il y a le terme il faut que je la fasse. Là on a plutôt envie de les faire les quêtes. Voilà. Alors au niveau de la présentation de Spellweaver, pour qu'elle soit complète, il faut quand même un tout petit peu présenter les bases du jeu. Il faut savoir que c'est un jeu qui a été développé par une société qui s'appelle Dream Reactor, qui est basée à Sofia en Bulgarie. C'est une toute petite équipe de 5 personnes, mais qui sont extrêmement... Enfin, les 5 personnes sont extrêmement motivées et réactives. Elle communique beaucoup avec la communauté et le forum est assez vivant. Généralement, les forums de jeux, vous savez, vous y mettez un message, vous ne savez pas vraiment si quelqu'un va le lire. Là, clairement, il y a une attention à la communauté et ils prennent un soin tout particulier à faire attention à ce que la communauté soit entendue. Euh, En plus de ça, ils donnent les moyens à des sites communautaires tels que Mumcards de faire la promotion de leur jeu. Ils leur donnent les moyens de
promouvoir le jeu, et c'est quand même une très bonne chose quand on est un site communautaire comme Memcard de se sentir un tout petit peu épaulé et supporté, et que ça ne soit pas simplement unilatéral, c'est-à-dire Memcard support Spellweaver et basta. Non, ça va dans les deux sens, et c'est plutôt une bonne chose en fait, puisque ça veut dire que Memcard va continuer à avoir envie de travailler avec Spellweaver, et Spellweaver va continuer à avoir envie de travailler avec Memcard, donc ça ne peut apporter que des bonnes choses, et globalement pour la stabilité et la pérennité du jeu, c'est une bonne chose aussi. Voilà, alors avec cette petite présentation, après cette petite présentation plutôt, je vais lancer le jeu. Alors j'ai créé un nouveau compte, tout nouveau compte exprès pour cette vidéo de découverte. Alors petit aparté, il faut savoir qu'il y aura 3 vidéos de découverte, celle-ci est la première. Aujourd'hui on va s'attarder sur les bases du jeu, sur les règles du jeu, sur comment on joue à Spellweaver et sur les premiers pas dans le jeu, qu'est-ce qu'il faut faire, comment fonctionne l'interface. Qu'est-ce que ça veut dire de jouer à Spellweaver? En gros, dans quoi vous mettez les pieds quand vous commencez à jouer à ce jeu? Bien, et ben on va y aller. Alors je vais rentrer le petit mot de passe. Et on y va. Alors quand vous allez vous log à Spellweaver, la première chose qui va vous être proposée, c'est un tutoriel. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le tutoriel est en phase de développement. Il n'est pas complet à l'heure actuelle, au jour du, donc on est le 19 juin, le tutoriel n'est pas complet, mais il est tout de même relativement suffisant pour aborder les principaux aspects du jeu. Alors on vous accueille avec un petit message comme d'habitude, un tout petit peu RP, qui vous propose d'aider quelqu'un en détresse, comme d'habitude dans les petits tutos comme ça. Alors, avant de commencer à jouer un petit peu partout, je vais un petit peu détailler l'interface du jeu, en espérant que j'ai le temps. Alors, en bas à gauche, vous avez le héros. Le héros, on voit ce qui affiche au-dessus, ce sont les points de vie. Donc votre héros commence avec 20 points de vie. Et vous avez donc le nom du compte que j'ai appelé Memcards TV en dessous. Vous avez vos cartes, votre main. Alors là, vous avez 3 cartes dans la main de départ. Dans des parties réelles, il y aura plus de cartes dans le départ. Je crois que c'est 7 si je ne dis pas de bêtises. Autre élément de l'interface, on voit le level et la mana, donc on va découvrir ensemble ce que ça représente un petit peu après. Nous avons un bouton qui va nous permettre d'interagir et de terminer aux phases de tour. Et quand on regarde sur le coin supérieur droit, on va voir le héros ennemi, ses points de vie, donc il n'a que 15 points de vie. Et enfin, quand on s'attarde sur le haut de l'interface, on voit les phases en fait. Ce qu'on voit au-dessus, ce sont les phases. Donc là, on voit que je suis dans cette phase-ci. Ça va être un tout petit peu éclairci quand on va commencer le tutoriel. Ça va nous expliquer les phases une à une en théorie. On voit le timer aussi, on voit que le temps est limité à 20 minutes par personne. C'est très rare, voire ça ne m'est jamais arrivé d'arriver au bout du temps sur une partie. Et enfin, on a le menu, un menu assez simple avec les paramètres, une option pour s'en aller, mais là on va pas s'en aller, une option pour quitter directement, le fameux bouton Rage Quit, nécessaire à tous les jeux, des boutons qui sont liés à l'open beta avec les reports de bugs et les feedbacks. Puis voilà, je pense qu'on a fait le tour, on voit les decks des deux joueurs, et puis pour le plateau on va découvrir un petit peu ce que ça veut dire. Alors, là il y a une petite flèche qui nous dit joue ça. Alors déjà, c'est un shrine, alors je vais l'afficher. Order Shrine. Donc c'est une carte qui est un peu bizarre, c'est une ressource en fait, tout simplement. Les shrines vont être les ressources dans Spellweaver. Donc là une petite flèche, alors j'ai cliqué dessus. Et on voit que là j'ai le choix entre monter mon niveau d'ordre ou rien. Alors c'est marqué monter mon niveau d'ordre, alors mon niveau c'est l'aspect en fait, on appelle ça un aspect. Monter mon aspect d'ordre ou plus 1 mana plus une carte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là c'est un petit encadré, un petit tooltip qui vous dit que les shrines sont des cartes qui développent les ressources de votre héros. On peut jouer un seul shrine par tour. Première règle de base, on ne peut jouer qu'un seul shrine par tour. Là, à voir, je n'ai le choix que de monter l'order level. Donc allons-y et voyons ce qui se passe. Voilà. Je viens de monter mon order level. Il y a un petit rond blanc, jaune, bref, une petite icône ordre qui est arrivée au niveau du level, qui représente donc mon niveau dans l'ordre, dans ma faction en fait, puisque ordre est une faction. Vous verrez plus tard. Donc là, une autre flèche qui me dit, vas-y, clique sur le Spearman. Alors déjà, je vais le monter, je vais le montrer.
Et alors je sais pas si ça l'explique, je pense que ça va l'expliquer, donc je vais cliquer dessus. Voilà, j'ai cliqué dessus, on demande de passer le tour. Avant de passer le tour, je vais quand même faire un zoom sur la carte et je vais expliquer un petit peu à quoi tout ça correspond. Alors, ceci est une carte de créature dans Spellweaver. Le chiffre en haut à gauche dans un espèce de cristal violet, c'est le coût en mana, donc le mana cost comme c'est marqué. Vous pouvez payer, vous devez payer ce montant de mana pour pouvoir jouer cette carte, donc 1. En fait, les cristaux violets, comme vous voyez en bas à droite, c'était la mana. La mana, j'avais 1, j'ai dépensé 1 pour le jouer. Ok, très bien. Le petit cercle que je vois là, c'est le niveau d'ordre nécessaire pour jouer la carte. C'est-à-dire que pour jouer cette carte, il va me falloir avoir un niveau, au moins un niveau d'ordre. Ce que j'ai obtenu en activant mon shrine tout à l'heure. J'ai gagné un niveau d'ordre. Ok, donc ça on peut dire que ce sont les prérequis. Il me faut un point de mana, un niveau d'ordre pour pouvoir jouer la carte. Ensuite, au niveau des statistiques de la carte. Donc il n'y a pas de texte, ce n'est qu'un texte d'ambiance, on s'attardera sur les textes un tout petit peu plus tard. Au niveau des statistiques de la carte, la première chose qu'on voit qui est assez évidente, c'est les deux 1. Le 1, c'est le 1 point d'attaque, donc c'est le montant de dégâts qu'on va mettre durant un combat. Et 1, c'est le nombre de points de vie, c'est-à-dire c'est le nombre de points de dégâts qu'on peut subir avant de mourir, tout simplement. Et enfin, dernière chose qu'on voit, c'est quelque chose qui est unique pour un système de jeu de cartes, c'est la notion de speed. Alors une créature, par exemple, là on voit 3 petites icônes en vert, donc c'est-à-dire qu'il a speed 3. Et une créature ne peut pas attaquer ou bloquer des créatures qui ont plus de vitesse qu'elle. C'est-à-dire que une créature avec speed 3 ne peut pas bloquer une créature qui a speed 4. Et elle ne peut pas, en contrepartie, être bloquée par des créatures qui ont speed 2, 1 ou 0. Donc on va voir ça avec des citations en jeu, vous allez voir, ça va s'éclaircir un tout petit peu. Mais c'est ce système qui rend le jeu assez tricky, assez sympathique parfois dans certains aspects, et qui fait qu'une carte peut passer de très bonne à très mauvaise, ou vice versa. Donc on m'indique le bouton de fin de tour, donc quand je vais cliquer sur fin de tour, et ben devinez quoi, on va passer mon tour, enfin si ça bug pas. Ça a bugué. Je pense que ça a bugué parce que j'ai mis trop longtemps. Ça m'était déjà arrivé dans l'autre truc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relancer rapidement le jeu et il n'y aura plus de problème. Quasiment sûr qu'il n'y aura plus de problème. Ça m'était déjà arrivé dans le premier, dans la première émission de découverte de Spellweaver. Je vais y arriver. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Voilà. Donc quand je vais me log, je vais retourner sur le tutoriel, je vais activer un tout petit peu pour éviter toutes ces discussions et vous verrez, ça ne buggera plus. C'est un bug qui est connu. Bon, je pense que ça sera résolu et puis d'un autre côté, vous n'êtes pas censé mettre 6 minutes pour faire ça. Et on passe notre tour, voilà, on y est. Donc mon adversaire a joué très très vite, l'IA joue très vite. A joué un shrine de rage, a monté son niveau de rage, puis a jouer une créature qui est un Goblin Warrior. Le Goblin Warrior, donc on va regarder un tout petit peu. Donc c'est une créature pareille qui coûte 1, qui a 1 de prérequis en rage ce coup-ci, et qui lui a 2 d'attaque, 1 de défense, mais par contre il n'a que 2 de speed, comparé à celle-ci. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a 2 de speed? C'est-à-dire, là concrètement, si je veux attaquer le héros, cette créature ne pourra pas me bloquer, parce qu'elle n'a que 2 de speed, elle ne peut pas bloquer quelque chose qui a 3 de speed. A contrario, cette créature, si jamais elle m'attaque, moi, je pourrais bloquer avec mes créatures qui a 3 de speed. Donc vous voyez, la notion de speed est quand même assez importante dans le jeu. Donc là, la gentille petite flèche m'indique l'Order Shrine, on va y aller. Et là, ce coup-ci, j'ai le choix d'avoir soit un niveau d'ordre supplémentaire, soit un point de mana supplémentaire et une carte. On m'indique qu'il faut prendre un point de mana supplémentaire et une carte. Donc on va s'exécuter. Allons-y. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Concrètement, il y a un cristaux violet qui s'est ajouté, j'ai 2 points de mana dans ma réserve désormais, et la carte que j'ai jouée a été remplacée par une pioche, enfin pas remplacée, c'est-à-dire que je l'ai jouée et j'ai pioché une carte, c'est-à-dire que quand vous incrémentez votre niveau de mana, vous piochez une carte. Par contre, si jamais vous augmentez votre niveau d'aspect, donc là mon niveau d'ordre en l'occurrence, vous ne piochez pas de carte, donc c'est quelque chose qui est assez tricky, c'est pareil, il faut jouer avec, c'est-à-dire que si vous décidez d'augmenter votre pool de mana, vous piocherez la carte, si vous décidez d'augmenter votre niveau d'ordre, vous allez pas piocher la carte. Donc là la gentille petite flèche m'indique la créature. On va la jouer, on clique dessus, tout simplement, clic gauche. Alors,
On va la regarder de près. Donc si on a bien tout compris, en haut à gauche, c'est le coût en mana, ça m'a coûté 2. En effet, là il reste plus que 0 sur 2 en bas à droite. Il me faut un niveau d'ordre, très bien, c'est normal. Ensuite, elle n'a que 1 de speed, celle-ci. Et elle a 2 d'attaque pour 3 de défense. Alors là, il y a... donc je sais pas ce qu'on m'a demandé de faire. On m'a demandé Destroy the Goblin Warrior. D'accord. Donc alors, pour attaquer, il suffit de cliquer et de pointer vers le Warrior. Et là, vous voyez, je peux aller m'attaquer au Goblin Warrior. Tout simplement. Donc là, ce qui va se passer, c'est je vais infliger 1 point de dégâts, il va m'infliger 2 points de dégâts, et les 2 créatures vont simplement mourir. Voilà. Là, on va me demander gentiment de passer mon tour, et je m'exécute. Alors, à son tour, il a fait la même chose que moi. Il a augmenté ses réserves de mana, et il a joué donc un Goblin Fireworker. Donc lui, coûte 2, 1 de level de prérequis. Il est 2 de speed, 2-2, et il a une capacité qui dit qu'on peut payer un cristal violet, le sacrifier, et on détruit un artefact. D'accord, bon, c'est une capacité qui semble assez claire. Je n'ai pas d'artefact sur la table, donc c'est pas très important pour le moment. Alors, là, on vient d'avoir une autre carte qui est un Elite Vanguard. Alors lui, vous voyez, il y a une espèce de drôle de level ici qui est blanc. En fait, quand un level est blanc, ça veut dire simplement qu'il faut juste avoir un deuxième niveau de quoi que ce soit. C'est-à-dire que ça pourrait être ordre, mais ça peut être aussi rage, ça peut être n'importe quelle autre faction, du moment qu'on ait un deuxième niveau d'aspect. Donc là, quand je clique dessus, ça va me demander d'augmenter mon niveau d'ordre, normal. Comme ça, je vais pouvoir jouer la carte. Tout simplement. Et là, on me dit... Heavy Infantry n'a que un seul speed, c'est ce qu'on avait dit. Voilà. Donc là, ça nous explique un petit peu le speed. Ça nous explique un petit peu toutes les statistiques des cartes. Je l'ai fait juste avant, on va pas revenir dessus. Ça va... L'Heavy Infantry, comme vous le voyez, vu qu'elle n'a qu'un seul point de speed, je ne peux pas attaquer le gobelin. Il y a la petite croix. Vous voyez, vu que j'ai un seul de speed, je ne peux pas attaquer une créature qui a 2 de speed. La seule chose que je peux attaquer, c'est le héros. Si lui décide de bloquer, très bien. Et sinon, il va prendre 2 points de dégâts. Donc je finis ma phase de combat. Est-ce qu'il décide de bloquer? Non, forcément, sinon sa créature mourrait. Je lui inflige 2 points de dégâts. Ma créature est exhaust, c'est-à-dire elle dort en fait, elle est fatiguée, elle se repose. Elle ne peut pas bloquer, c'est-à-dire que si vous attaquez avec une créature et qu'elle s'exhauste, ou tout simplement si une créature est exhaustée, elle ne peut pas attaquer ou bloquer. Et on passe son tour. Donc là, mon adversaire choisit... Alors, mon adversaire a choisi de monter un point de ressource. Il a joué une Fireball. Alors, qu'est-ce que c'est un sort? C'est un tout petit peu différent. C'est un sort action instant spell. Alors, action instant spell, c'est-à-dire que c'est un sort qui peut être joué pendant le tour de l'adversaire. Soit pendant sa phase de combat, soit pendant sa phase de fin de tour. C'est ça que ça veut dire instant spell. Au niveau du coût et des prérequis, c'est la même chose que les cartes de créatures. 2 de coût, 1 de prérequis. Et puis donc c'est un spell, donc ça fait une action. Fireball inflige 3 points de dégâts à une créature ou un héros. Là il a décidé de mettre 3 points de dégâts sur mon héros, donc je suis passé de 20 à 17. Là il m'attaque avec un Goblin Fireworker. Le fait est que je peux le bloquer. Voilà. C'est-à-dire que vu que ma créature a 2 de speed et que la sienne a 2 de speed, je peux très bien le bloquer. Et ma créature va donc survivre. Parce que j'ai 3 points de vie, il va m'infliger 2 points de dégâts. Il va donc m'en rester 1. Et moi je lui en inflige 3 alors qu'il en a que 2, donc lui il va mourir. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque tour, les points de vie reviennent à la normale. Voilà, c'est ce qui est marqué ici. Chaque tour, les PV sont remis au maximum. Donc là j'ai un shrine. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai augmenté ma mana et pioché une carte. Hop, et j'ai trouvé une autre créature. Alors cette autre créature, on va regarder un petit peu de plus près, elle coûte 3. Ok, donc j'ai 3 points de ressources, ça tombe bien. Il y a 2 niveaux d'aspect de requis, très bien. J'en ai 2. Et donc les statistiques, c'est une de 4. Et son texte dit qu'à la fin d'un combat, pendant votre tour, on peut ready, donc ready c'est-à-dire dégager. On peut la rendre disponible, la Night Escort. C'est-à-dire que cette créature peut attaquer, et plutôt qu'avoir le ZZZ comme tout à l'heure, elle ne l'aura pas. Le ZZZ va disparaître. Allons-y, attaquons. Enfin, attaquons, posons-nous. Alors maintenant, tu as dit, bah maintenant c'est bon, t'as tout compris, tu peux jouer tout seul. Bon, d'accord. Alors réfléchissons, avec ma 3-3, vu qu'elle a 2 de speed, je peux attaquer là.
il faut savoir aussi une chose, c'est que je ne peux toujours pas attaquer avec l'infanterie le gobelin, forcément, parce qu'il a 2 de speed et moi j'en ai qu'un. Donc, une chose à faire, ça serait de tuer son gobelin avec mon élite vanguard, d'attaquer son héros avec mon infanterie, et puis ça va bien se passer normalement. Voilà, donc il passe à 11 points de vie. Je passe mon tour, j'ai plus rien à jouer. Il me pose un gigantodon. Donc c'est une 5-4, donc ça a l'air d'être... C'est impressionnant, 5-4. Sauf que... il n'a que 1 de speed. Alors le fait qu'il n'ait qu'un de speed, ça implique plusieurs choses. Ça implique 2 choses. C'est que il ne peut pas bloquer... Enfin, ça implique une chose surtout, c'est qu'il ne peut pas bloquer les créatures qui ont 2 de speed. C'est-à-dire que je peux faire ça, par exemple. Et si je fais ça, il ne pourra pas me bloquer. Alors j'ai pioché un sort sinon. Un sort qui me dit que toutes les créatures alliées gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Bon. Donc ça veut dire que techniquement je pourrais lui mettre 7 points de dégâts sans qu'il puisse rien y faire. Puisque là, il peut pas les bloquer encore une fois. Une autre solution serait éventuellement de le tuer, mais j'ai pas spécialement envie, je suis plutôt un genre agressif. Donc on va jouer la fanfare, il suffit de la mettre au milieu. On va lui mettre 7, bien gentiment. Et on n'a aucun intérêt à attaquer avec cette créature. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas attaquer avec la créature puisqu'il va la bloquer et la tuer. On va valider comme ça. Ah, on me dit que je devrais tuer le gigantodon, mais j'ai pas envie de tuer le gigantodon. D'accord. Bon. Bon alors, l'IA me force à vouloir tuer le gigantodon. Bon. Bah d'accord, bon, on va tuer le gigantodon. Alors, je suis pas un grand fan de ce play, mais soit. Si l'IA veut que je tue le gigantodon, alors tuons le gigantodon. Donc en fait, il nous lâche tout seul dans le tutoriel, mais pas totalement. Bon, ce qui est une bonne chose, puisque vous n'allez pas être complètement perdu. Je passe mon tour, et c'est à lui de jouer. Donc là, il a monté son niveau de rage, et il a joué donc un Shaman Fire Dancer. Donc le Shaman Fire Dancer, c'est un tout petit peu différent, parce que lui, il a 3 de speed. Ça veut dire que là, je ne peux pas aller l'attaquer, et je ne peux pas aller l'attaquer non plus. Et lui, il peut me bloquer, par contre. Au niveau de ce que j'ai pioché une carte, donc pour 3, c'est une action donc pas instantanée, je peux la jouer que pendant mon tour, qui dit que je détruis une créature non-ordre qui a 3 d'attaque ou plus. Bah ça tombe bien, hein. Bizarrement ça tombe bien, on est dans un tutoriel. Allons-y. Et miracle ça fonctionne, donc là il n'y a plus d'opposition, je peux aller attaquer les points de vie de mon adversaire. Il ne lui reste plus qu'un seul point de vie. On passe le tour. Et bien là, je pense que nous avons gagné. Il n'y a même pas besoin de jouer le Sunblaze Priest en fait. Il suffit d'attaquer avec les 2 créatures. Et il n'y aura pas grand chose qu'il puisse faire. Puisqu'il va pouvoir en bloquer une. Il peut bloquer s'il veut l'escorte. Enfin en fait il peut bloquer les 2 s'il veut, mais il prendra toujours 2 points de dégâts et donc il mourra. Et nous y sommes. Voilà, donc nous avons vaincu le tutoriel. Donc le tutoriel est assez court. Donc là, comme il est dit, seulement une seule mission tutoriel est disponible pendant la bêta. Il faut savoir qu'ils ont vraiment l'intention d'en mettre d'autres pour accompagner les joueurs, parce qu'il y a plein de choses que vous n'avez pas encore vues dans ce tutoriel, telles que le flying, telles que certaines capacités spéciales. Il faut savoir une chose, c'est que si jamais vous avez un doute sur une capacité, il suffit de surligner la carte avec votre curseur pour que la capacité vous soit expliquée. On verra ça un tout petit peu plus tard. Donc là, on va continuer. Alors quand vous continuez comme ça, que vous êtes sorti du tutoriel, vous arrivez sur cette carte. Alors cette carte, elle vous incite à tout simplement cliquer déjà. Alors qu'est-ce qui se passe quand je clique? Quand vous cliquez, vous avez accès à une région en fait. Chaque drapeau représente une région, chaque drapeau représente une faction tout simplement. Alors, je vais les énumérer. Nous avons le violet avec Dominion. Nous avons Wisdom, le bleu pour Wisdom. Nous avons le jaune pour Ordre, blanc. Nous avons le vert pour la nature. Nous avons le vert foncé pour la corruption. Et enfin, nous avons le rouge pour la rage. Alors, quand vous cliquez sur un des drapeaux, vous allez avoir l'histoire de la faction. Et vous voyez qu'on peut débloquer un starter deck. Donc en gros, tout simplement, quand vous allez arriver, ça va tout simplement vous demander de choisir un starter deck parmi les 6. Donc, je vous laisserai le loisir de lire les histoires, parce qu'il y a quand même un lore à Spellweaver, qui est assez travaillé tout de même.
Donc je vous laisserai au grand plaisir de faire ça. Pour nous, j'avais prévu de prendre le starter corruption, puisque c'est un starter qui est assez solide globalement, et assez sympathique pour les débutants. Donc on y va, on va cliquer dessus. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez un petit message d'accueil qui dit bienvenue sur l'open beta. Pendant l'open beta, nous allons fixer des bugs et il nous souhaite d'avoir du fun dans nos parties. Là, ça tombe bien, on est là pour ça, c'est un jeu. Quand on continue, paf, on obtient le fameux starter deck avec une petite qui dit cliquer n'importe où. Ok, bah je clique n'importe où. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe là? Quelle est cette map qui s'est éclairée d'un coup? Première chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a des drapeaux. Alors chaque drapeau donc est dans une région. Enfin, les drapeaux de différentes couleurs représentent une région. Nous avons pris le starter corruption, donc en fait toute la zone corruption a été dévoilée. Donc si on clique sur les drapeaux corruption, nous avons des quest sites, ça s'appelle. C'est-à-dire que nous devons faire des choses, nous devons accomplir des missions pour débloquer cette zone. Une fois que vous avez débloqué une zone, vous allez pouvoir activer la zone pour les jours d'après et les daily quests, les quêtes journalières vont s'activer régulièrement dans ces zones-là. Plus vous débloquez de zones, plus vous avez de chances de voir pop une quête journalière à cet endroit-là. Donc, première chose qu'on peut voir, c'est ça. Alors, les petits locks, ça veut dire que c'est une zone à débloquer. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose pour débloquer le site. Quand vous avez un drapeau avec un point d'exclamation, c'est tout simplement une quête qui vous est donnée. Par exemple, là c'est une quête qui me demande de gagner 120 de fame. Alors je vais l'accepter, et avant de partir à l'aventure, je vais vous expliquer un tout petit peu l'interface de Spellweaver et comment ça fonctionne. Voilà. Alors, au niveau de l'interface, donc j'ai déjà expliqué un tout petit peu la map, comment ça fonctionnait. On va prendre ça dans l'ordre. Alors, en haut à droite, nous avons des icônes. Donc la première icône, c'est l'icône de main menu avec une option pour rejouer le tutoriel, une option pour redeem key, donc ça va vous permettre d'avoir des bonus, d'avoir les clés, c'est pour les lots, grosso modo, pour des cadeaux. Ou alors si vous achetez un compte gold, ou si vous allez un petit peu plus loin dans l'expérience Spellweaver et que vous investissez un tout petit peu d'argent. Vous avez les options, système d'options qui sont assez limitées pour le moment mais suffisantes. Et puis donc c'est un main menu, c'est un menu qui est somme toute assez classique, il n'y a pas spécialement besoin de s'étaler dessus. Ensuite vous avez autre bouton assez important, en un clic vous allez avoir accès aux ressources de Spellweaver, le wiki, une database, une carte database et le forum. Donc en un clic vous vous retrouvez dessus. C'est assez bien foutu quand même parce que si jamais vous êtes un peu paumé et que vous voulez plus de ressources, il vous suffit de cliquer sur un de ces quatre liens et vous serez satisfait. Vous pouvez aussi aller sur mumcards.fr et à ce moment-là vous aurez de quoi expérimenter un peu plus l'aventure Spellweaver, puisqu'il y a des articles régulièrement qui sont proposés sur notre site. Autre chose, le challenge player. Donc le challenge player, il suffit d'entrer le nom d'un joueur, d'un ami que vous connaissez, et ça va lui envoyer une requête de défi, puis ça va vous permettre donc de jouer contre un ami pour le fun et pour le plaisir. Et enfin, la petite coupe qui est un leaderboard. Donc comme vous voyez, il y a un système de Elo, un système de ranking, il y a un ladder sur le jeu. Donc il y a déjà des joueurs qui s'affrontent et qui se disputent les premières places. Voilà, donc ça vous permet de un jour sur ce qui se passe. Alors, autre élément de l'interface. En haut, bon, vous avez votre monnaie. Vous avez 500 or et des cristaux. Ce sont deux monnaies différentes qui vous permettent d'acheter des choses différentes. Les cristaux vont vous permettre d'acheter des choses telles que des tickets de tournoi, telles que des boîtes entières. Les gold, eux, vont plutôt vous permettre d'acheter des boosters. Dans les deux cas, ces deux ressources vous permettent d'acquérir plus de cartes. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit là? Mumcard CV 1, l'œil, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors en fait, ça c'est votre niveau d'invocateur, on va appeler ça comme ça. Niveau d'invocateur, niveau de sorcier, je pense qu'ils appellent ça comme ça. Donc là on est un sorcier disciple. Bon, bah, j'imagine qu'en fait on est un Spellweaver tout simplement, un tisseur de sorts. Donc c'est votre niveau de Spellweaver, niveau 1, disciple. Donc votre nom, Mumcard CV, et quand on clique sur l'œil, on voit notre fame. Alors qu'est-ce que c'est la fame? C'est ce qui va justement vous faire XP, c'est votre XP en fait. Plus vous allez jouer, plus vous allez accumuler de la fame, et à chaque fois que vous allez prendre un niveau de fame, vous allez débloquer de nouveaux
fonctionnalités. Voilà. Sachant aussi qu'à chaque fois que vous allez prendre un niveau, vous allez avoir des bonus tels que par exemple gagner 1000 gold, gagner un normal pack ou encore gagner un starter deck. Je reviendrai dessus avec un panneau un petit peu spécial juste après la fin de la présentation de l'interface. Alors, ensuite on descend Nepharos. Donc Nepharos, c'est le héros que vous avez actuellement sélectionné. Voilà. Donc c'est à dire que quand on va dans les héros, ça c'est mon starter deck. D'accord? Ça c'est mon starter deck, c'est ce que j'ai gagné c'est ce que j'ai choisi plutôt au début comme deck pour commencer. Donc le starter deck, on le voit ici, toutes les cartes qui sont incluses dans le starter deck sont là et toutes les cartes de vos collections sont à gauche. Vous pouvez cliquer droit ici pour voir les cartes. Je ne vais pas faire l'inventaire de toutes les cartes, on va les découvrir quand on va jouer une partie. Mais grosso modo ça fonctionne comme ça. Donc une interface qui vous rappellera d'autres jeux, qui est pas mauvaise, qui est perfectible néanmoins. Il y a eu pas mal d'ajustements qui se sont faits dernièrement, donc on peut espérer, on peut clairement espérer que ça va s'améliorer. Voilà, donc vous avez des filtres à gauche qui sont plutôt bien faits, qui vont vous permettre de chercher parmi les factions. Donc là actuellement je n'ai que corruption puisque j'ai choisi le starter deck corruption. Vous avez un système de favoris, c'est à dire que vous pouvez mettre une carte en favori, et quand vous faites ça, quand vous êtes dans les favoris, vous la retrouvez. Si vous avez des cartes favorites autour desquelles vous voulez deck build, vous pourrez le faire. Donc on peut avoir la rareté évidemment, commune, unco, rare, épique. Donc on voit qu'on n'a pas d'épique, rare. Nous avons quelques rares dans le starter deck, on en a deux. Et donc le commune, unco, bref un starter deck, quelque chose pour commencer. Vous pouvez trier les cartes par ordre alphabétique, vous pouvez aussi faire afficher les héros. Et enfin, autre fonctionnalité, vous pouvez afficher toutes les cartes. Ainsi vous voyez les cartes que vous n'avez pas. Et ça va vous permettre plus tard de les crafter également. Je reviendrai dessus un tout petit peu plus tard. Donc, quand vous sélectionnez ce deck, dans la section héros, ça vous le sélectionne en bas à gauche. Donc vous ne pouvez pas vraiment vous planter, vous savez que vous jouez ce héros là dans la prochaine partie. Alors quand vous cliquez sur collection, vous avez la même interface, sauf que vous n'avez pas le deck. Là c'est juste votre collection avec les filtres. Quand vous cliquez sur Marketplace, et bien bizarrement c'est le shop tout simplement. Vous pouvez évidemment, il y a un cash shop pour récupérer à la fois des golds et des cristaux. Il y a des offres spéciales et sinon il y a les offres qui sont ici. Donc vous voyez, vous pouvez payer 1250 gold ou 100 cristaux pour un normal pack. Vous pouvez payer 500 gold ou 40 cristaux pour un small pack. Et vous avez des offres spéciales, des packs spéciaux, les good packs et les evil packs qui ne prennent que certaines factions. Je reviendrai dessus un tout petit peu plus tard aussi, voire même dans la deuxième émission probablement. Bien, et les tickets de tournoi, pareil, ça j'en parlerai dans la deuxième émission. Mais grosso modo, c'est ici que vous allez pouvoir acheter des cartes pour améliorer votre collection. Donc la case 0, j'en viens. Les trials, donc les trials, vous voyez, c'est marqué qu'il faut obtenir un ticket ou atteindre le level 8 pour débloquer les trials. En fait, les trials, c'est un système de jeu arène, à la Hearthstone pour le coup, très inspiré d'Hearthstone, qui va vous permettre de jouer avec un pool limité de cartes. Vous allez devoir choisir des cartes parmi les choix qui vous sont proposés et construire le meilleur deck avec. Vous pouvez jouer autant de parties que vous le voulez, mais l'arène se termine quand vous atteignez 10 victoires ou 3 défaites. Et vous avez évidemment des récompenses en fonction de votre réussite et votre nombre de succès. Et enfin, le dernier bouton, celui que vous allez le plus spammer, le Quick Battle. Alors le Quick Battle vous propose quelques options. La première c'est le Friendly Game. Non, je vais pas commencer par là. La première option, c'est que vous pouvez jouer contre l'IA. Si vous cliquez en bas, vous allez directement aller contre une partie contre l'IA. Il faut savoir que les parties contre l'IA fonctionnent, ça va vous faire monter votre fame, ça va faire monter votre gold, mais à des ratios qui seront moins élevés que affronter un joueur. Quand vous allez opter pour l'option Friendly Game, vous allez donc partir dans le ladder, vous allez pouvoir rencontrer d'autres joueurs et si jamais vous le voulez, si vous voulez pas attendre trop longtemps dans la queue, vous pouvez cliquer sur cette coche pour jouer contre l'IA si jamais personne ne se montre. Sachant que si vous cliquez sur Friendly Game et qu'il n'y a personne et que vous tombez sur une IA, vous aurez les mêmes récompenses que si vous étiez tombé sur un joueur. C'est-à-dire que là où quand vous cliquez sur Play Against IA, vous allez jouer que contre l'IA, vous allez avoir des bonus assez faibles. Quand vous jouez en Friendly Game et que vous tombez contre l'IA, vous avez quand même les bonus comme si vous étiez tombé contre un joueur humain. L'autre option, c'est de partir en Ranked Game. Donc le Ranked Game, c'est ce qui va vous permettre de monter ou faire baisser votre ELO et donc de vous situer par rapport aux autres joueurs. Ce sont ces Ranked Games qui définissent le classement qu'on a vu ici.
Et donc vous gagnez évidemment plus de fame, plus de gold en gagnant en ranked game. On ne peut débloquer les ranked game que si on atteint le level 6. Voilà. Alors pour être un tout petit peu plus clair avec ce système de fame, je vous ai préparé un petit panneau pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Allons-y. Voilà. Donc quand vous augmentez votre fame, vous débloquez des fonctionnalités. Déjà, tous les 5 niveaux, vous obtenez un nouveau starter deck. C'est-à-dire au début, quand j'ai pu choisir Necro, et ben vous allez pouvoir choisir un autre starter deck quand vous allez atteindre le niveau 5. Quand vous atteignez le niveau 6, vous pouvez donc débloquer les Ranked Games, que je viens de vous montrer. Quand vous atteignez le niveau 8, vous débloquez les Trials, donc c'est le système d'arène que je vous ai expliqué. Quand vous arrivez au niveau 11, vous débloquez le Craft. Alors le Craft, j'en parlerai à la toute fin de cette émission, c'est ce qui va vous permettre d'obtenir des cartes que vous n'avez pas en sacrifiant des cartes que vous avez en trop, grosso modo. Donc il faut quand même atteindre le niveau 11 avant de le débloquer. Niveau 13, vous débloquez la quête d'académie. Alors la quête d'académie, c'est une quête un tout petit peu spéciale qui pop tous les 3 jours, qui se situe en haut sur la petite île qu'on voit, qui n'est pas sur le continent, et qui est une quête qui rapporte énormément de gold, ou de cristaux, ou un starter deck, ou des tickets de tournoi, bref, c'est une quête qui a plus grande valeur que les autres. Qu'on doit faire tous les 3 jours. Techniquement, c'est un peu ça, on doit la faire. Voilà. Alors, ceci étant dit sur l'interface, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de remplir notre première quête. Ou en tout cas essayer, s'en rapprocher. La première quête dit gagner 120 de fame. Alors je sais pas combien ça représente, 120 de fame de quête, mais allons-y. On va jouer contre l'IA. Alors ce que je vous conseille au début, c'est de jouer contre l'IA au tout début pour bien vous rendre compte de comment ça fonctionne. Allons-y. On y va, donc on tombe contre l'IA, nous avons donc une main à 7 cartes comme je vous l'avais dit. Première chose, on vous demande si vous voulez garder ou pas votre main. Il faut savoir que si vous choisissez le bouton Draw Again, vous allez piocher le même nombre de cartes. Le mulligan n'est pas punitif, hein. Ça s'appelle un mulligan quand on choisit de reroll sa main. Le mulligan n'est pas punitif, vous allez piocher à nouveau cette carte. Bien, la main me va, c'est pas une main géniale. Je pense que ça pourrait être pire. Donc je vais expliquer les cartes à mesure que je les joue, ça sera beaucoup plus simple. Donc c'est à moi de jouer, on le voit parce qu'on voit la petite affichette, là on voit que c'est mon tour ici aussi, je l'ai pas... Alors oui c'est vrai je l'ai pas expliqué, je m'en excuse. Donc les 4 phases d'un tour, je vais en profiter. Donc la première phase, c'est la phase de déploiement, c'est-à-dire que c'est là où on va jouer les shrines, jouer les créatures. La deuxième phase c'est la phase de combat qui est assez explicite. La troisième phase c'est une phase de renforcement, comme on dit, reinforce, donc renforcement. Donc vous reposez des créatures, vous rejouez des actions, et enfin la phase de fin de tour où vous cédez la priorité à votre adversaire en lui disant bah écoute si tu as des actions à jouer c'est maintenant, et sinon ça va être à toi de jouer ta phase de déploiement, etc. etc. Alors c'est assez intuitif, je le fais rapidement parce que c'est vraiment très intuitif, mais si vous êtes perdu au début, jetez un œil en haut, vous verrez où vous êtes. Donc première chose qu'on va faire, on va augmenter notre level de corruption, puisque c'est la première chose que vous allez faire avec un shrine. Vous allez augmenter votre niveau d'aspect. Et on passe notre tour. Mon adversaire joue. Alors, allons-y doucement. Il a monté son niveau de nature. Donc ça c'est l'ennemi level, donc c'est l'aspect de nature. Il a joué un Grove Guardian. Donc le Grove Guardian est pour 1. C'est une 1-1. Qui dit qu'à chaque fois qu'un autre elfe arrive en jeu, sous votre contrôle, il gagne +1/+1. Jusqu'à la fin du tour. Donc il devient 2-2, puis 3-3, puis 4-4. Bon, d'accord. Alors autre chose qui a pop, qu'on n'a pas vu dans le tutoriel, ce sont les pouvoirs des héros. Il faut savoir que chaque héros a un pouvoir. Alors là, moi par exemple, mon pouvoir dit, donc c'est Touch of Nausea, donc en gros si je te touche, tu as la nausée. Le level requis, donc il faut que j'ai un niveau de corruption, le niveau noir c'est corruption. Une créature ennemie gets moins 1 SP. Alors qu'est-ce que c'est moins 1 SP? C'est moins 1 speed. Vous savez, donc je rappelle, le speed c'est ça, ce sont les petites icônes, les petites flèches. Donc en gros, si j'active mon pouvoir, je vais lui donner moins 1 de speed jusqu'à la fin du tour. Donc ça veut dire que ça va me permettre probablement soit d'aller l'attaquer. Généralement c'est ça, c'est soit ça va m'autoriser à attaquer sa créature, soit ça va faire en sorte que mes créatures vont passer à travers et qu'il ne pourra plus les bloquer. C'est un petit peu l'utilisation. Autre chose qu'on voit, c'est le cooldown de 2 tours, c'est-à-dire que je ne peux utiliser cette capacité que tous les 2 tours. Et enfin, autre chose que je n'ai pas dit, c'est le coût. On voit, c'est marqué, donc ça me coûte 1 pour le faire, si je veux vraiment le faire. Donc là, je vais jouer mon shrine, je vais augmenter ma mana et piocher une carte. Et puis bon, on va tester ça, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Donc pour 1, paf, donc select target, très bien, je sélectionne et paf, vous avez vu, c'est passé à 1 de speed.
classique. Donc, enfin classique, c'est comme ça que ça fonctionne tout simplement, hein. C'est vraiment pas très dur. Et le petit 2 qu'on voit, c'est simplement qu'il me faut 2 tours avant de pouvoir réactiver ça. Alors pour pas me prendre la tête, je vais jouer un Noxus Fumes sur le Grove Guardian. Alors que Noxus Fumes c'est quoi? Pour 1, avec un niveau de prérequis, je mets -2 une créature jusqu'à la fin du tour. -2, c'est à dire qu'elle va mourir tout simplement. Allons-y, paf, ça part au cimetière, tout se passe bien. Je n'ai plus de ressources à dépenser, je passe mon tour. Très bien. Alors, il n'a rien joué. Tout simplement, c'est revenu à mon tour parce qu'il n'a rien joué. On va jouer un Shrine de Corruption pour piocher une carte. Et puis on va jouer ma carte qui coûte 3, qui est une goule insatiable. Alors je vais la lire pour 3, c'est une 3-3 avec 2 de speed. Et qui dit au début de mon tour, je dois mettre une créature de mon cimetière en dessous de mon deck. Et si je ne peux pas, je mets 3 cartes du dessus de mon deck dans mon cimetière et j'exhauste la carte. Donc grosso modo, si je n'ai pas de créature dans mon cimetière, cette carte va avoir le ZZZ au-dessus et je ne pourrai pas attaquer. Et en plus de ça, je vais me meuler les 3 cartes. C'est-à-dire que je vais prendre 3 cartes sur ma bibliothèque, je vais les mettre dans mon cimetière. Donc la mécanique, c'est simplement que si je n'ai pas de créature dans le cimetière, en mettant les 3 premières cartes dessus de ma bibliothèque dans mon cimetière, il y a de fortes chances qu'il y ait une créature et donc au prochain tour ça puisse s'activer. Vous allez voir, à mon avis, c'est ce qui va se passer. Je passe mon tour. Alors il me joue Brother in Arms. Alors il m'a joué une créature qui en a fait 2. Qu'est-ce que c'est? Donc pour 2 de seuil, hein, donc un vert, enfin un nature et un peu importe l'aspect. 2 de 2. Quand vous jouez Brother in Arms, vous pouvez prendre une carte qui s'appelle Brother in Arms depuis votre deck et vous le mettez en jeu. D'accord? Quand Brother in Arms meurt, vous sacrifiez toutes les autres cartes qui s'appellent Brother in Arms. Donc en gros, si jamais cette créature meurt, et ben son pote va mourir aussi. Simplement. Clair, net. Très bien. Alors, moi dans ma main, je n'ai rien qui coûte 4. Par contre, j'ai des cartes qui ont besoin de 2 de prérequis. Donc c'est peut-être le moment de monter mes aspects de corruption. Je vais passer à 2 de corruption. Je vais jouer ma créature. Voilà, donc il fait un effet, vous avez vu, il défausse une carte, tout simplement parce que pour 2 c'est une 2-1 vol. Alors on n'a pas encore vu le vol, on va pouvoir le voir. Et qui dit que quand il arrive en jeu, le héros ennemi défausse d'une carte. Donc c'est ce qu'il vient de faire. Donc c'est lui qui choisit. Alors qu'est-ce que c'est le flying? Quand vous ne savez pas ce que fait une carte, votre curseur vous le placez sur la créature et vous lisez à droite. Flying ne peut attaquer et bloquer depuis la ligne de support. Alors ça on l'avait pas vu, qu'est-ce que c'est la ligne de support? Eh bien c'est ça. Vous avez vu, il y avait 2 lignes, bah, vous savez enfin à quoi ça sert. Ça c'est la ligne de support, c'est là à voir où les flying arrivent. Bon. Peut attaquer et bloquer depuis la ligne de support. Les créatures sur la ligne de support sont protégées des attaques. C'est-à-dire qu'en gros, avec une créature qu'elle vole, je peux me placer sur la ligne de support et attaquer les créatures, mais je ne peux pas être attaqué. Ce qui veut dire aussi que si je le veux, je peux déplacer une créature depuis la ligne de front sur la ligne de support. Je vais vous le montrer un petit peu après. Par exemple, si je pose cette créature, je peux la mettre derrière. Si je la mets derrière, le problème c'est que vu qu'elle est sur la ligne de support, elle ne peut pas aller attaquer ces créatures là au prochain tour. Par contre, ces mêmes créatures peuvent pas venir l'attaquer non plus. L'avantage avec une carte qui a le vol, c'est qu'elle peut attaquer et défendre tout en étant protégée des attaques. Donc c'est plutôt une bonne capacité. Par contre, contrairement à d'autres TCG, ce n'est pas parce que vous avez le vol que les créatures adverses ne peuvent pas vous bloquer. Elles peuvent vous bloquer. Donc là j'ai joué pour toutes mes ressources. Donc j'ai joué une autre carte qui pour 1 est une créature basique de 2, 1 de speed, rien d'exceptionnel à dire dessus. On va pouvoir passer notre tour. Oui, alors je l'ai pas détaillé, mais là il s'est passé ce que j'avais détaillé avant, hein, ce que j'avais dit avant. C'est-à-dire que la goule a mis 3 cartes depuis du jeu de ma bibliothèque dans mon cimetière, donc elle a mis ça. Et il n'y avait pas de créature avant, donc elle n'a pas pu se dégager. Par contre, au prochain tour, vous allez voir, elle va pouvoir retirer le Rotting Remains de mon cimetière et elle pourra être active enfin. Alors, là, il m'a rejoué un autre Brother in Arms, donc on avait déjà vu la carte, et il m'a joué une carte qui s'appelle un Elf Scout. Donc l'Elf Scout c'est pour 1, une 1-1, et elle a 4 de speed. Donc en gros, je ne peux pas aller l'attaquer là. Impossible. Voilà, c'est trop rapide, tout simplement. Alors, là on va pouvoir expérimenter un petit peu le Brother in Arms qui dit que si un Brother in Arms meurt, tous meurent. Et bah, voyons ça, faisons un petit génocide. Nous allons utiliser le Noxus Fumes, donc qui est la même carte que tout à l'heure, qui met -2/-2 une créature.
Et on y va. Paf. Et en effet, quand un meurt, tous meurent. Ce sont des personnes plutôt solidaires. On va jouer notre shrine. Nous allons augmenter notre mana. Très bien. Et nous avons 3 points de ressources. Alors, nous allons jouer notre action. Le héros ennemi défausse de 2 cartes. Bah, ça paraît bien ça. Allons-y. Paf. En effet, il passe à 2 cartes en main. Très bien. Il a défaussé une créature et un shrine, je pense. Voilà. Il me reste un. Je vais jouer le légionnaire zombie. Et je vais me permettre d'attaquer. Alors, je ne peux pas attaquer l'elfe. Par contre, je peux attaquer le héros. Et je ne vais pas m'en priver. J'aurais pu attaquer avec le Mesmerizing Spirit. Le problème, c'est qu'il aurait été bloqué par l'Elf Scout. Et qu'il serait mort. Et ça m'intéresse pas vraiment d'échanger mon Mesmerizing Spirit avec un Elf Scout. Alors, il me joue un Hellfire. Hellfire 3 de speed. Donc, comme vous pouvez le voir, les jeux Elf Nature à voir ont l'air d'avoir beaucoup de créatures avec beaucoup de speed. Donc là, il m'attaque avec une 1. De toute façon, je ne peux pas la bloquer. Je n'ai aucune créature qui a 4 de speed. Je vais donc prendre un point de dégâts. Bien. Alors, voilà. Donc, ma goule s'active enfin. Je vais pouvoir retirer une créature depuis mon cimetière, la mettre en bas de mon deck. Et il n'y a plus le ZZZ. Elle est enfin active. Je peux enfin attaquer avec. Alors, là, on se retrouve dans un cas de figure où je n'ai pas de shrine. Eh bien, il existe un système qui est assez novateur et assez phénoménal dans Spellweaver qui s'appelle le Divine Offering. Quand vous cliquez sur Divine Offering, vous pouvez choisir une carte de votre main, par exemple le Vulture. Je clique dessus, je mets le Vulture dans mon deck, ça me sélectionne les 4 premières cartes de mon deck, et si jamais il y a un shrine dedans, je le mets dans ma main. Alors là, malheureusement, il n'y a pas de shrine parce que c'est comme ça, parce que je vous devais vous montrer, ça n'a pas fonctionné. Mais s'il y avait eu un shrine dans ces 4 cartes, j'aurais pu le prendre et le mettre dans ma main. Bon, là c'est pas le cas, tant pis, c'est pas grave, on réessayera au prochain tour puisqu'on peut faire ça à tous les tours. Je vais jouer ma Restless Tomb. Alors Restless Tomb, qu'est-ce que c'est? Au début de votre tour, vous pouvez invoquer un légionnaire zombie et le mettre en jeu. Légionnaire zombie, c'est ça. C'est-à-dire que tous les tours, cette carte va me générer une 2-2. Ce qui est plutôt pas mal. Donc là, on va pas se prendre la tête. On va... Alors oui, il y a ce petit bouton magique qui s'appelle... J'appelle ça le bouton de dépendance. Hein. Vous cliquez dessus, paf, ça attaque avec tout. Limite, s'il bloque avec son elfe, ça me va très bien. Il faut savoir, encore une fois, que je ne peux pas aller attaquer son elfe avec ma 3-3, puisqu'il a 3 de speed et moi j'en ai que 2. Alors je vais lui mettre 8, parce que ça fait quand même pas mal de dégâts, 8. Et toutes mes créatures vont avoir le ZZZ, je vais pouvoir passer mon tour. Et paf. Alors à noter que j'aurais pu en fait attaquer sa créature si j'avais utilisé le pouvoir de mon héros, donc là j'ai mal joué. On va pouvoir le faire au prochain tour, vous allez voir. J'aurais clairement pu et dû faire ça. On fera ça au prochain tour, c'est pas grave. D'ailleurs non, je ne pourrais pas le faire au prochain tour. Mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. Bien, alors, donc vous voyez le zombie est arrivé. On va refaire le coup de la Divine Offering parce que j'aimerais vraiment vous montrer à quoi ça correspond. Voilà, donc là j'ai des shrines qui sont arrivés. Et là j'ai touché un shrine spécial. Alors je vais le prendre, comme ça on va pouvoir le lire ensemble. Qu'est-ce que c'est? Il existe des shrines spéciaux qui, au lieu de vous apporter une carte quand vous allez obtenir un point de ressource avec, vous donnent une nouvelle capacité à votre héros. Là la capacité, donc alors déjà pour l'activer, je clique, plus un mana, gain le skill. Et le skill vient se mettre ici. Et la capacité, donc elle coûte 1, s'appelle Zombify. Il faut que j'ai 2 niveaux de corruption pour pouvoir l'activer. Je les ai. La prochaine fois qu'une créature ennemie meurt ce tour-ci, j'invoque un légionnaire zombie et je le mets en jeu. D'accord. Alors, là on va pouvoir jouer un petit peu avec ce que je vous disais avec le pouvoir du héros. Je vais activer le premier pouvoir de mon héros, je vais donner moins 1 de speed à cette créature. Puis je vais activer le Zombify qui dit que la prochaine fois qu'une créature ennemie meurt, j'invoque un zombie légionnaire. Maintenant que la carte a 2 de speed, je l'attaque avec mon spirit et j'attaque le héros avec mes 2 autres légionnaires. La carte va mourir, le Zombify va s'activer, vous allez voir, j'ai une note de 2 qui va pop. Et je passe mon tour. M'attaque avec la 1-1-3-4 de speed, je ne peux toujours pas bloquer.
Alors ça c'est le pouvoir de la goule qui me demande de mettre une carte de créature depuis mon cimetière en bas de mon deck, ce que je vais faire. Un autre légionnaire zombie a touché la table grâce au Restless Tomb. Il n'a que un bloqueur, j'ai 5 points de dégâts à lui mettre. L'équation me semble assez simple, bouton de dépendance, et on y va. Et on y va, 3, 5, 7, 9, 11 points de dégâts. L'affaire est dans le sac, nous avons notre première victoire avec notre starter deck. Donc voilà, quand vous gagnez donc 25 gold et 20 de fame. Voilà. Alors ces 20 de fame vont venir incrémenter votre niveau, et vos gold vont venir incrémenter vos ressources. Voilà. Alors je vous donne 30 secondes, petit AFK, et on continue la découverte. Me revoilà. Alors, donc là on a un petit peu incrémenté la quête, on a fait 20 de fame sur 120, donc en gros quand on aura fait 6 parties, ou 6 victoires plutôt, nous allons avoir donc les 120 de fame pour pouvoir valider la quête. On va voir si on peut continuer. On va continuer contre l'IA, on va continuer à découvrir un petit peu le jeu. Alors on tombe contre un héros rage ce coup-ci, ce qui est plutôt pas mal, de changer un tout petit peu. Ma main me va très très bien, j'ai un drop 1, un drop 2, je garde ça. Donc c'est à moi de commencer, donc vous connaissez le rituel désormais. On monte le niveau de corruption, j'ai rien à jouer au tour 1, je passe mon tour. Mon adversaire ne joue rien en premier tour. On va développer notre jeu, augmenter un point de mana, piocher la carte, mettre notre tour 2, et on passe. Alors on n'a pas vu la carte, je vais la découvrir avec vous. Donc pour 2 c'est une 1-1 qui a 3 de speed, et qui dit que quand elle meurt, elle met un zombie légionnaire sur la table. Donc le zombie légionnaire c'est la 2-2 avec 1 de speed seulement. Alors, mon adversaire m'a joué un Spirit Walker, donc pour 2 c'est une 1-1-3 de speed également, qui dit qu'à chaque fois qu'une créature ennemie meurt, on ajoute un point d'énergie. Tiens, c'est quoi l'énergie? Alors l'énergie c'est une capacité que vous allez pouvoir retrouver dans 3 factions. Ces 3 factions étant la rage, wisdom et dominion. Qui est une capacité en plus des cartes. Généralement quand ils ont de l'énergie, les cartes ont des interactions avec cette énergie. Là par exemple, quand le Spirit Walker attaque, il gagne plus 1 d'attaque pour chaque point d'énergie. C'est-à-dire qu'en gros là, s'il avait 1 point d'énergie et qu'il attaque, il passe à 2 d'attaque. Tout simplement. Ok, donc là c'est à moi de jouer. Les Restless Tombs sont dans ma main, je pense qu'on va abuser des Restless Tombs. On va monter notre niveau de corruption, puisqu'il me faut 2 niveaux de corruption pour les jouer, et 2 de coups. Et on va le poser, donc on connaît la carte, ça va mettre des légionnaires zombies. Donc là c'est cool, on va faire plein de zombies. On va aller attaquer sa bête, parce que là ça a 3 speed, mais la mienne aussi. Donc je peux quand même aller l'attaquer. Donc je vais l'attaquer, ce qui va se passer c'est que sa bête va mourir, et moi il y a un légionnaire zombie qui va pop sur la table de mon côté. Grâce à ça. Voilà, il s'active, et j'ai un légionnaire zombie, tout va bien. Mon adversaire me pose un disciple de Zage, donc c'est un support. Alors, les cartes de support, si vous savez pas ce que c'est, encore une fois, vous mettez le curseur dessus. Allez, me fais pas mentir. D'accord, alors avant ça fonctionne, là ça marche plus. Donc je vous explique, un support, c'est-à-dire qu'il est joué sur la ligne de support automatiquement. Et grosso modo, bah, lui vu qu'il ne vole pas, depuis la ligne de support, il ne peut pas bloquer. C'est-à-dire que si j'attaque comme ça, il va pas pouvoir venir bloquer avec son support, malgré ses 2 de speed. Il faut qu'il se mette en front lane avant pour venir bloquer. Voilà, c'est ça support. Alors là dans ma main je n'ai pas de shrine. C'est pas très grave, on va activer le Divine Offering. On va enlever ça de ma main. Et je ne touche pas de shrine, donc là j'ai pas de chance. Je ne touche pas de shrine parmi les 4 cartes, c'est pas très grave. Tant pis, il faudra faire 100. On va jouer les Vultures. Donc j'explique la carte après. Attaquer. Voilà. Alors, les Vultures pour 2 c'est une 1-1 vol, donc on a vu le flying, hein, qui dit que quand ça arrive en jeu, vous choisissez un héros,
ça peut être vous, ça peut être l'adversaire, et vous mettez les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Vous pouvez payer un point de ressource, et si vous le faites, vous prenez une créature dans un cimetière d'un héros, et vous remettez cette créature dans son deck. Si vous faites ça, vous gagnez un Might Emblem sur les Vultures. Le Might Emblem, c'est quoi? C'est un token qui donne plus 1 d'attaque et plus 1 point de vie. Donc là, je n'ai rien d'autre à jouer, je passe mon tour. Alors, mon adversaire me joue un Javinier Orc. Orc Javinier, donc. Pour 3, une 3-4 Ranged. Alors, Ranged, on ne sait pas ce que c'est. Là, ce coup-ci, ça fonctionne quand vous mettez le curseur dessus. Ranged inflige des dégâts de combat avant les créatures qui ne sont pas Ranged. C'est-à-dire qu'en gros, si j'attaque avec mon légionnaire gobelin ici, sa créature va infliger 3 points de dégâts avant même que ma créature n'ait infligé les 2. Donc ma créature mourra, puisqu'elle n'a que 2 points de vie, avant même d'infliger ses propres dégâts. Alors, c'est pas très grave. On va quand même s'en sortir, donc j'ai pioché un shrine, donc déjà on va augmenter nos ressources. On va jouer... Comment on va jouer? On va jouer comme ça. Alors pour 1, on va lui mettre -2, -2. Donc ça devient une 1-2 range, c'est déjà un petit peu plus sympa. Et puis, donc vous connaissez Noxus Humain, je l'ai montré tout à l'heure. On va jouer le Consume Spirit. Alors qu'est-ce que c'est Consume Spirit? Une créature gagne -X, ok. Et une autre créature gagne +X, d'accord. Et X correspond à votre niveau de corruption. Niveau de corruption, c'est ça. C'est-à-dire que là, j'ai 2 niveaux de corruption. C'est-à-dire que là, si je le veux, pour 2, je mets -2 à une créature et +2 à une autre. Et ben on va faire ça. On va aller tuer son disciple de Zash. Voilà. On va buffer une autre créature. Voilà. Par exemple. Et puis, on va en profiter. On va aller tuer sa créature comme ça. Et on va aller attaquer son héros. Voilà. Donc là, le -2 permet au légionnaire de tuer le javelier. Parce que là, même s'il m'inflige 1 point de dégâts avant que je lui inflige 2, le 1 point de dégâts ne va pas suffire à tuer ma créature. Par contre, les 2 points de dégâts, eux, vont avoir raison du javelier. J'ai fini mon tour, je passe mon tour. Alors il m'a posé des créatures, les deux on les connaît, hein, donc celui-là on l'a vu tout à l'heure, et celui-là c'est celui qui sacrifie pour détruire un artefact. Donc les deux on les avait déjà vus avant. Nous allons monter notre niveau de ressources, piocher une carte. Alors on va essayer d'abuser un petit peu des vultures, que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc là par exemple je peux payer 1, je sélectionne un cimetière, par exemple le mien, et je dis bah voilà l'Infected Survivor, paf, il retourne dans mon deck, et ma bête prend +1/+1. Et donc je peux évidemment faire ça partout, hein. Je peux le faire pour lui, je prends sa créature, je la remets dans son deck, et ma bête prend +1/+1. Voilà, c'est clair, net, simple et efficace. Alors, on va essayer d'utiliser le pouvoir du héros correctement. On va faire pour 1, on va baisser le speed de ça, qui passe donc à 1 de speed. Pour 1, on va tuer son autre créature. Un des zombies va aller bouffer le gobelin, pendant que tout le reste de la compagnie va aller attaquer le héros. Et je passe mon tour. Alors il me joue un énorme gigantodon 5-4, 1 de speed. Bon c'est un petit peu problématique parce que c'est un peu plus gros que mes bêtes. Mais on va essayer de trouver une solution. Alors, on va piocher une carte déjà, ça paraît bien pour commencer. Ah, une nouvelle créature. Alors lui pour 3, 2 d'aspect nécessaire. C'est une 5-3, 2 de speed, pas de texte. Donc c'est un ton, comme qui dirait. Alors mon adversaire est à 6, il a 2 bloqueurs. Je pense qu'on peut donc le tuer. Il suffit de mettre un -2/-2 et de tuer son gobelin. Puis on va abuser du vulture et le faire devenir énorme. Là c'est plus des vultures, c'est... Hein, voilà. Ça a plus grand chose un vulture. Il me reste encore un point de ressources, alors allons-y, abusons. On va envoyer un gobelin se prendre un coup de corne par le gigantodon. Et on va attaquer le héros avec le reste pour signer notre deuxième victoire.
Donc toujours 25 gold, 20 fame. Normal. Ah, j'ai gagné un level. Et j'ai gagné 1000 gold. Tiens donc. Alors vous voyez, donc j'ai pris un level de fame là. Donc je suis devenu toujours un Spellweaver Disciple, mais de niveau 2. Et j'ai gagné 1000 gold. Très bien. Alors j'ai 1500 gold. Qu'est-ce que je peux faire avec mes 1500 gold? Et ben je peux essayer d'aller acheter un petit pack. Alors basique, 1250 gold. Et ben ça tombe bien, j'ai assez donc, hein, on est d'accord, j'ai assez. Basique, allons-y, on va se jeter dessus. Et paf, mon premier pack. On y va, on l'ouvre. Surprise, surprise. Alors les packs sont composés donc de 10 cartes. Dans ces 10 cartes, il y a une rare ou une légendaire. Épique plutôt, c'est pas légendaire, ou une épique. Il y a 3 cartes Unco et il y a 6 cartes communes. Alors je vais vous montrer comment on les distingue un petit peu après. Donc là vous pouvez cliquer comme ça, ça c'est ma rare. Donc j'ai gagné une rare de faction Horde, ça m'intéresse pas vraiment, moi je suis un joueur corruption. Je souhaite avoir des cartes corruption, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et on en a une, alors c'est pas la meilleure, mais il y en a une, qui dit chaque héros prend les 5 cartes du dessus de sa bibliothèque et les met dans son cimetière et vous piochez une carte. Bon, alors, comment reconnaître les raretés? Ça se voit aux sigles en fait. Les sigles dorés, excusez-moi, les sigles dorés indiquent une carte rare. Les sigles blancs, argentés, indiquent une carte Unco. Et les sigles un petit peu ternes comme ça indiquent les cartes communes. Les cartes épiques, elles sont bleues sur le sigle. Ou les héros sont bleus aussi d'ailleurs. Bon, pas de carte pour moi, assez déçu, mais bon, bah c'était mon premier pack. Il y en aura plein d'autres. Donc là on est arrivé à 42 fame, donc il nous faudrait encore des victoires. Alors ce que je vous propose de faire, c'est que je vais faire encore une partie ou deux. Au moins deux je dirais. Et puis ensuite je vous expliquerai le système de craft. Alors allons-y. Contre l'IA. Alors je joue contre Despina, nouveau héros, ça va vous permettre de découvrir un petit peu les cartes. Alors là ma main est quand même super lourde, donc je vais utiliser le mulligan pour une fois, draw again, et vous allez voir, donc j'ai récupéré 7 cartes. Mon adversaire a joué premier, il a monté un niveau 2 minions, donc violet pour 2 minions, et il a passé son tour. Moi, vous connaissez le rituel, j'augmente mon niveau de corruption, et je passe mon tour. Mon adversaire ne joue rien, tant mieux. Moi j'augmente un point de mana, et je joue une carte qu'on n'a pas encore vue, les Rotting Remains. Alors Rotting Remains pour 2 c'est une 3-3 et qui dit qu'à chaque fois qu'elle est engagée dans un combat, donc que ce soit en attaquant ou en bloquant, vous mettez un weakness emblème à la fin du combat. Le weakness emblème ça met -1/-1 permanent à votre créature. C'est-à-dire que si je décide de l'attaquer, je vais lui mettre 3 mais à la fin du combat ma créature deviendra une 2-2. Mon adversaire décide de jouer un Shadow Step Assassin, donc on ne connaît pas. Deadly, tiens qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, je me mets dessus et ça va m'expliquer. Deadly, donc détruit chaque créature à qui il inflige des dégâts. D'accord. Donc en gros, si jamais il touche une créature, il la tue. Tout simplement. Bon. Ok. Et 3 de speed. On va augmenter nos ressources. On va simplement tuer sa créature. Mettre une autre créature, un autre Rotting Remains, et attaquer pour 3 points de dégâts. Ah, il joue, alors ça c'est gros, un gros Experiment. Alors, Unstoppable, qu'est-ce que c'est? Unstoppable inflige les dégâts restants au héros. C'est-à-dire qu'en gros, quand il attaque une créature, par exemple si avec sa 4-5 il attaque 2-2, les 2 points de dégâts qui auraient dû partir dans le vent vont partir sur mon héros. Alors ça c'est quand même une carte qui est assez gênante, hein. C'est gros, c'est très gros. Donc peut-être qu'on aurait intérêt à la tuer, mais alors si on la tue, on va perdre 2 cartes. Si on la tue pas, elle va devenir de plus en plus grosse parce qu'elle dit qu'une fois par tour, vous regardez les 4 cartes du dessus de votre deck, et si jamais il y a un implant, donc les implants c'est ça, vous pouvez l'attacher gratuitement. Donc c'est quand même très gros, très pénible. Je pense qu'on va simplement faire comme ça, ouais. C'est un zombie, très bien. Alors, on va utiliser l'Undead Necromancer. Alors l'Undead Necromancer dit que tous les zombies, enfin tous les autres zombies, mais lui-même il l'est, donc tous les zombies ont Deadly, c'est-à-dire Deadly on l'a vu tout à l'heure, si jamais je touche la créature elle meurt. Donc là je vais en abuser,
Je vais aller scratcher mon Rotting Remain sur sa bête, et sa bête va donc mourir grâce au deadly apporté par le Necromancer. Et on va lui infliger 3 points de dégâts à côté. Et là vous voyez donc le Weakness Emblem qui est mis, c'est une 2-2 que j'ai désormais. Il me pose pour 3 une 2-3. Bon, c'est assez pénible. Mais je pense qu'on va lui réserver le même sort que tout à l'heure. On va aller scratcher le Rotting Remain sur elle. On va aller lui mettre 2. Tout simplement. Toujours pareil, hein, ma créature est deadly, donc on va en abuser. On va mettre un Survivor. On va mettre un Spirit pour lui faire défausser une carte. On connaît les deux cartes, pas besoin de revenir dessus. Alors, Power Spy. Alors mon adversaire a décidé de buffer ma créature. Donc c'est une IA, faut être un petit peu... Hein. C'est compliqué pour elle. Il n'a rien posé d'autre. Bah écoutez, on va attaquer. Hein. C'est si gentiment proposé. Donc les implants, je vais pas les lire grosso modo. Et c'est des cartes qu'il aurait dû mettre sur ses créatures. C'est des buffs. Mais il a pas eu envie de buffer ses créatures puisqu'il n'en avait pas. Alors là, j'ai 2 fois la carte qui fait défausser de 2 cartes. Bah ça tombe bien parce qu'il a 4 cartes dans la main. Donc volons-lui ses ressources. Vous ajoutez un I, vous avez vraiment ma pensée. Et on passe son tour. Alors une nouvelle carte pour 3, une 1-3 Life Boon. Qu'est-ce que c'est Life Boon? Je reste comme ça, je clique. Life Boon, vous gagnez 1 point de vie pour chaque point de dégâts infligé. D'accord. Donc en gros, avec 1 point de force, quand il inflige des dégâts, il va gagner 1 point de vie. S'il avait 3 points de force, il gagnerait 3 points de vie à chaque fois qu'il inflige des dégâts. Bon. Assez clair. On va augmenter la mana, piocher une carte et voir ce qu'on touche. Pas grand chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement attaquer avec les deux. Puisque dans tous les cas, il peut pas... Si tu ma bête, ma créature va se transformer en zombie et je m'en fiche. Et surtout, si tu ma bête, il va lui rester 2 points de vie et je vais pouvoir le tuer avec le Noxus Fume. C'est ce qui va se passer à mon avis. Ah, il peut pas. Il peut pas la bloquer, je suis trop bête. En fait, il peut même pas bloquer le Survivor, tout simplement parce qu'il a 3 de speed et que sa bête a 2 de speed. Et s'il bloque le zombie, le nécro pardon, il va mourir parce que ma bête est deadly et la mienne ne mourra pas. Donc je vais juste lui mettre 3 là je pense. Voilà, on y est. Et on va mettre une grosse hydre sur la table, passer le tour et vous expliquer ce que ça fait. Donc l'hydre c'est un zombie, donc elle gagne le deadly de l'Undead Necromancer. Elle est unstoppable, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est à dire que si j'attaque une créature, les dégâts en trop vont être mis sur le héros. Et enfin elle a un test qui dit qu'à la fin d'un tour où l'hydre a pris des dégâts, vous mettez un Might Emblem sur elle. Donc si elle a pris des dégâts pendant un tour et qu'elle survit, vous mettez un Might Emblem, donc vous mettez un +1/+1 sur elle. Donc là il a bien un équipement, c'est une 3-5 qui va donc gagner. Je peux pas le bloquer puisqu'il a 2 de speed, je peux pas le bloquer avec mon hydre, hein, c'est impossible. Il va gagner 3 points de vie tout simplement et je vais perdre 3. Ce qui est pas très grave puisqu'il va passer à 7 points de vie. Et j'ai 7 points d'attaque sur la table, donc il n'y a pas vraiment de question à se poser. On bourre. Et voilà. J'ai même 8 points de dégâts sur la table. Même pas besoin de compter pour jouer. Très bien, donc ma barre de feuilles monte, ma maquette avance, pas de soucis. Plutôt facile pour le moment ces IA, on y va, on enchaîne. Alors une main ouais, qui est honnête, alors je joue contre l'IA Necro. On va garder, hein, c'est honnête, c'est pas génial mais c'est honnête. Qui ne joue rien, ça me va, on va jouer un légionnaire. Donc les cartes que je vous ai déjà présentées, je vais pas repasser dessus. Hein. J'estime que vous pouvez retenir ce genre d'informations. Alors l'IA n'a rien joué encore une fois, donc va me permettre de me développer et d'attaquer ses points de vie. Je vais pas me gêner. Hein. Alors, Consume Spirit, donc c'est la carte qu'on a vue tout à l'heure avec les levels. Là, il l'a mal utilisée parce que l'IA, pour le coup, fait quand même des erreurs. Là, vous n'avez pas vraiment de chance dans cette vidéo de démonstration parce que l'IA est quand même relativement bonne pour une IA de jeu de cartes. Mais là, elle fait beaucoup d'erreurs grossières. Alors là, j'ai augmenté mon niveau de corruption tout simplement pour pouvoir jouer mon Mesmerizing Spirit qui requiert 2 niveaux. Hein, un niveau corruption et un niveau, peu importe, un niveau quelconque. On va le jouer. Il va devoir défausser une carte, ce qu'il a fait. On va pouvoir attaquer avec les 2 autres créatures et lui mettre 5. Donc vous voyez, quand vous devenez un petit peu habitué au jeu, les parties se déroulent quand même assez vite. C'est assez fluide de prendre des décisions.
Ah, il rejoint Consume Spirit, ce coup-ci ça marche un petit peu mieux, il met -1 une créature. Il m'a tué donc mon Mesmerizing Spirit. Alors ça c'est la carte qui met un zombie en jeu. C'est plutôt pénible. Mais c'est pas non plus très très grave. Je pense qu'on va essayer de le swarm un tout petit peu. Donc swarmer ça veut dire mettre vraiment trop de menaces pour lui. Hmm. On va faire ça. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'une créature va mourir, je vais mettre un zombie. On va tuer ça. Pour buffer ça. Voilà. Donc un petit zombie pop parce que j'ai activé le zombify. On va attaquer. On va aller scratcher le premier zombie sur le sien et lui mettre 4 points de dégâts. Donc il décide de ne rien jouer. La Lia est en mode un petit peu timide. Je vous assure que l'IA Necro est quand même la plus pénible de toutes. Généralement, elle pose même des problèmes à certains jeux construits, un peu plus évolués. Mais là, c'est pas le cas. Donc pour 3, je vais mettre le ton 5-3 que vous avez présenté, mais que je n'avais pas encore joué. On va attaquer. Il faut savoir que quand je vais attaquer, je vais mettre un 3ème Weakness Emblem sur le Rotting Remains, qui va donc mourir. Mais on met un adversaire à 6 points de vie, ça me va. Mesmerizing Spirit me demande de défausser une carte, je m'exécute. Et le Splitting Headache me demande de défausser 2 cartes. Et bien je m'exécute. Très bien. Ben on va le tuer. Alors on va utiliser le... On va utiliser le Divine Offering. Si jamais je trouve un shrine, je vais pouvoir augmenter mon niveau de mana, passer à 5. Jouer cette carte qui dit qu'un héros doit sacrifier 2 créatures. Je vais jouer sur lui, il va devoir sacrifier son Mesmerizing Spirit. Et j'aurai 7 points de dégâts qui vont lui arriver droit dans les points de vie. Donc si je touche le shrine, c'est terminé. Et c'est le cas, je touche le shrine grâce au Divine Offering. Je joue mon sort, il va devoir sacrifier sa créature. Et comme tout mon plan, il s'achève par une réussite et on lui met 7 points de dégâts pour finir la partie. Donc ça monte, vous voyez. C'est assez sympa, il faut savoir qu'en jouant contre lui, encore une fois, la faille monte pas très vite, mais c'est normal. Au début, je vous incite quand même à prendre le temps de jouer contre l'IA parce qu'il y a plein de petits tricks, plein de petites choses à faire et vous pouvez voir un petit peu vraiment la force de vos cartes. Il ne faut pas hésiter à prendre le temps. Allez, on enchaîne. Je joue contre Alana, donc ça c'est le héros ordre. J'ai un peu beaucoup de shrine dans la main quand même. Mais j'ai un drop 1, on va garder, on verra bien. On verra bien. Allez, je mets mon petit zombie légionnaire et on est parti à l'assaut. Alors il me joue 2 fois la même bête, donc ça c'est une créature qui dit que quand elle défend, elle gagne range. Donc range, vous vous rappelez, c'est quand les créatures qui ont range infligent des dégâts avant les créatures qui n'ont pas range. Donc là il m'attaque à 1-3 de speed, j'ai 1 de speed, je ne peux pas bloquer, je dois abdiquer, je prends mes points de dégâts. On va piocher une carte, on touche un autre shrine, c'est pas terrible. J'ai pas spécialement envie de jouer le Noxusum tout de suite, on va juste attaquer. Et lui mettre 2. On va tout de même espérer piocher quelque chose d'autre parce que sinon la partie va être compliquée. Ok. On va prendre 2. Alors, encore un shrine. Et encore un shrine, bon. Alors on va essayer d'abuser un petit peu du pouvoir du héros. Pour 1, je vais mettre -1 de speed à sa bête, qui devient 1 de speed, ce qui fait que je peux attaquer avec le zombie. Et pour éviter que mon zombie meure, je vais mettre -2 à sa créature, attaquer avec le zombie, et donc me défaire de cette vilaine de 3. J'ai mal joué d'ailleurs, j'aurais pu jouer le shrine avant, et avec le 1 point de ressource qu'il me restait, j'aurais activé le shrine et j'aurais eu un 2ème légionnaire zombie, donc c'était une erreur. Là il m'attaque avec ses 2 1-1. Très bien. Il passe son tour, il ne joue rien. Je pioche encore un shrine. Je vais augmenter mon niveau de corruption et jouer
ma 5-3 et lui mettre 2 points de dégâts. Alors il joue un Word of Grace. Word of Grace est une carte qui pour 2 vous fait gagner 2 points de vie par niveau d'ordre. Et vous fait piocher une carte. Donc en gros il a gagné 2 points de vie et il a pioché une carte. Il m'attaque avec ses 2-1-1. C'est très bien. S'il se contente de faire ça jusqu'au bout, ça devrait aller malgré ma main avec tous les shards de la terre. Donc là j'ai pioché un gros ton, ce qui est plutôt bien, mais il me manque et un niveau de corruption et un niveau de ressources. Donc pour le moment je ne peux pas le jouer. Je vais piocher une carte, voir si je peux avoir autre chose. Et je prends encore un shard. Un shrine, pardon. On va attaquer, on va lui mettre 7. Et puis bon, on va attendre le prochain tour pour mettre mon Dread Knight, tout simplement. Je détaillerai le Dread Knight une fois qu'il touchera la table. Enfin, s'il touche la table. Voilà, il me met 2, c'est très bien. Alors... on y va, je monte mon niveau de corruption, je pose mon Dread Knight et je le lis. Donc pour 4, donc 3 d'aspect, c'est une 6-6, 1 de speed deadly. Donc deadly, vous vous rappelez, c'est infliger des dégâts, elle tue. De toute façon, avec 6 attaques, généralement, quand vous infligez des dégâts, vous tuez. Quand le Dread Knight attaque, vous pouvez déplacer une créature depuis la front line vers la support line. Donc l'intérêt de la carte, c'est que si vous déplacez un Steel Host Spearman sur la ligne de derrière, il ne peut pas attaquer le tour d'après. Il peut se replacer, mais il ne peut pas se replacer et attaquer. Donc là on va juste attaquer avec ma 5-3. S'il veut bloquer avec son ange, c'est très bien. Ça me va. Bah, il bloque avec son ange, donc on va faire un échange. Bon, un ange contre un démon. La guerre continue. Ah, il tue mon Dread Knight. Ça fait mal, c'est pas bien. C'est pas gentil, monsieur. Donc avec la carte Horde qu'on a vu dans le tutoriel, qui détruit une carte non-ordre, qui a 3 d'attaque ou plus. Bon bah là bingo, c'était en plein dedans. Je pioche un shrine. Qui va me chercher enfin des créatures. Donc je vais poser mes 2 créatures que vous connaissez toutes les deux. Je vais lui mettre 2 et on continue cette course un petit peu étrange. Je me pose une petite 2-3 vol. 3 de speed, très bien. Donc là la 3-3, la goule qui me demande de mettre une carte depuis mon cimetière en dessous, je m'exécute. On va piocher une carte. Et ben on va lui violer sa main. On va mettre un double Spitting Headache qui en gros va lui faire défausser 4 cartes de sa main. Alors il n'a pas attaqué avec les Spearman. Faut faire attention parce que si j'attaque avec ma goule... Et oui, si j'attaque avec ma goule ici, tout ce qui va se passer c'est qu'il va bloquer avec les 2 Spearman. Ah quoique ça me va encore en fait. Ah, je pense que je peux me permettre de faire ça. Ouais, ça me va. Allons-y. Voyons ce qu'il fait. Voilà. Donc, il a mis les 2 créatures, ce qui fait que là, je vais tuer une créature et lui aussi. Donc, ouais, voilà. J'ai tué son Spearman, il a tué ma bête. Alors, c'est pas un échange de bon, c'est pas un bon échange, pas spécialement un bon échange, mais il faut quand même que je commence à me débarrasser de ces créatures, simplement. Je dis ça au moment où il m'en remet encore plus. Donc là il va me mettre 1, il se débarrasse de ma petite 1-1, c'est pas grave, elle va se transformer en 2-2 légionnaire. Je suis à 8 points de vie, il est à 9, ça commence à être compliqué, surtout si je continue à piocher des shrines. Allons-y, je mets ma 3-3. Je ne peux pas vraiment attaquer en fait, malheureusement. Alors si en fait je peux attaquer, c'est pas un bon plan, donc j'attaque pas. Tout simplement. Donc là il décide de faire la même chose. Comme ça. Ce qui est assez embêtant. Là il va gagner 2 points de vie, puisque ça je l'ai pas dit, mais c'est une 2-2 live boon, donc quand elle affiche des dégâts, elle gagne 2 points de vie. Là ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Mais on va essayer. On y va, on met une 3-3. On met le spirit qui lui fait défausser d'une carte. On va attaquer, parce qu'on peut le faire. On va le mettre à 9. Ok, alors il attaque ma 2-3 avec sa ma 2-2 avec sa 2-3 et il passe son tour. Bah je peux pas échanger en fait. Je peux pas bloquer à la place parce qu'à la 3 de speed, il n'y a rien qui peut atteindre les 3 de speed. Encore un shrine. Mesmerizing Spirit, deuxième du nom. Très bien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais baisser le speed de cette créature et je vais attaquer avec celle-ci.
Et on verra bien ce qui se passe. Il va bloquer avec les deux, je pense. Voilà. Donc là, pareil que tout à l'heure, je vais échanger, faire du 1 pour 1. Mais bah, il faut bien que je fasse quelque chose, quoi, tout simplement. Que j'essaye d'atteindre ces points de vie. Mais là, c'est compliqué. Il va m'attaquer. Je peux me débarrasser d'une de ces bêtes, mais juste d'une. Au prix de 2 des miennes. Mais il va falloir que je le fasse, donc je le fais. Ok, alors ça c'est bien, mais ça va pas me sauver. Et ça va pas me sauver. Donc en théorie, je suis mort. Parce que je n'ai rien pour bloquer sa 2-3-3 de speed. Ni sa 2 tout, voilà, ni ça. Voilà, donc une défaite, donc comme quoi c'est possible de perdre contre l'IA, hein, c'est pas non plus impossible à faire. Et quand on perd, vous voyez, on gagne pas de gold, on gagne un tout petit peu de fame. Voilà. Alors, on va continuer. On va essayer de finir cette quête, tout simplement, avant de parler du craft. On voit Darius, en plus on voit encore un autre héros, donc ça c'est plutôt bien. J'ai une main qui avec beaucoup de shrine, encore une fois, on va la reroll. Voilà, c'est un peu mieux, un poil mieux. Là maintenant les cartes du deck, les cartes qui constituent le deck, vous commencez à les connaître. Ce qui va nous permettre de jouer un peu plus vite et de jouer plus ou moins à la vitesse à laquelle vous allez jouer après quelques parties. Alors on défausse d'une carte, on va lui infliger 3. Très bien. Deuxième golem. Alors oui, par contre, vous connaissez pas ces cartes. Alors pour 1, 2 de prérequis, c'est une 2-2-2 de speed. Et là, ce qu'on a vu, c'est un sort qui coûte 1 et qui inflige 1 point de dégâts à chaque créature ennemie. Une chose que je n'ai pas fait non plus, c'est vous lire les capacités des héros ennemis, j'en suis désolé. Vous les découvrirez de toute façon. Lui, sa capacité dit qu'il peut, pour payer 3 et piocher une carte, et il peut faire ça tous les 2 tours. Voilà. Donc il m'attaque avec un de ses golems, il me met 2, c'est très bien. On va enchaîner. On va détruire un de ces golems. J'ai pas de créature à jouer, donc on va gérer son board, hein, tout simplement. On va mettre -2/-2 à l'autre. On va lui faire défausser 2 cartes. Et passer notre tour. Donc, Astral Dive est une carte qui fait gagner 1 point d'énergie. Vous vous rappelez, je vous ai dit que les cartes à énergie sont en rage, wisdom et dominion. Donc là, c'est une carte spéciale qui augmente de 1 point d'énergie toutes les cartes énergie et fait piocher une carte en plus. Alors, on pioche une carte. On récupère... Donc, on va jouer un Spitting Headache pour lui virer toutes les cartes de sa main. Et puis, on va se développer. On va garder un Noxus Fume parce que c'est pas comme si le golem était super dangereux. On va garder ça au cas où une créature plus dangereuse montre voilà, genre ça. Montre le bout de son nez. Donc il m'attaque avec le golem, il va me mettre 2. Pas de problème. On va utiliser le Divine Offering dans l'espoir de choper un shrine, ce qui est fait. Et on va piocher avec, tout simplement, pour le moment. On va se débarrasser de ça tout de suite parce que c'est assez dangereux. Et on va jouer les vultures. Usant meuler ses propres créatures. On va lui mettre 2. Voire même j'aurais pu tuer sa créature en fait. C'est peut-être encore mieux. Avec le pouvoir de mon héros. Et enfin on va activer le vulture une fois. Pour lui donner +1/+1. On va lui remettre les golems dans son deck. Parce qu'à vrai dire s'il repioche des golems à ce moment là de la partie, c'est pas très grave. Donc il a pioché un Force Fielder. Donc Force Fielder est une carte qui vous permet de payer X points de ressources et vous mettez X points d'énergie sur une carte. Donc encore une fois la mécanique des points d'énergie. On va augmenter notre niveau de corruption, poser notre Dread Knight et espérer qu'il tienne un tour. Attaquer avec le Vulture. Et on va lui faire gagner 1 point de dégâts. En activant sa capacité. Pour lui mettre 3 points. Alors il ne joue rien, donc du coup vous n'allez pas pouvoir voir le Dread Knight en action, c'est pas très grave. On va activer la Divine Offering à la recherche d'un shrine. Voilà qui est fait. Je trouve un shrine, je l'active, je pioche une carte. Et là vous avez toute la mécanique de Spellweaver qui vous apporte stabilité et fluidité dans le jeu. Tout de même assez sympathique. Donc 9, je pense qu'on peut le tuer.
Parce qu'on va mettre 9 et on va activer le vulture beaucoup de fois. Alors 9, 10, 11, 12, 13. Est-ce que j'ai encore une créature? Je pense que oui. Et 14. Voilà. Donc un énorme vulture qui va venir lui arracher la tête. Et nous permettre de clôturer cette game. Donc 20 de fame, 25 gold, donc ça monte, ça monte. Level up, j'ai gagné un pack. Voilà, donc. Alors je viens de level up au level 3, du coup je gagne un booster pack. On va l'ouvrir. Ah, j'ai gagné une Ghoul. Donc ça c'est une carte que je joue. J'en ai une quatrième si je le veux. Ma rare, c'est le Dust Titan, donc c'est une carte Wisdom. Un zombie légionnaire, on connaît une de plus. J'ai gagné un héros. Et oui, dans les packs, vous pouvez gagner donc les héros. Avec un autre pouvoir que ceux du starter deck. Alors vous pouvez gagner également les héros du starter deck dans les booster packs, hein, au passage. Un Nightbringer, une nouvelle carte corruption. Alors ça nous intéresse un peu, on la passe. Hein. Alors pour 1, c'est une 1-1 vol de 2 speed. Oui, de 2 speed, pardon. Et qui dit que quand elle attaque, elle met les X cartes du dessus de la bibliothèque de chaque joueur au cimetière. Et X c'est le niveau de corruption. Donc en gros, si vous avez deux niveaux de corruption, quand elle attaque, vous prenez les deux cartes du dessus du deck, vous les mettez dans le cimetière. Et vous mettez les deux cartes du dessus du deck de l'adversaire et vous le mettez au cimetière. D'accord. Carte avec une mécanique intéressante. Bien. On va continuer. Encore une game. Gagné ou perdu et j'aurai fini ma quête. Allons-y. Je vous ai dit, c'est relativement addictif. Puisque vous allez voir qu'une fois que j'aurai fini cette quête, j'aurai accès à d'autres quêtes. Et que bah, vous n'avez pas fini, vous en avez pour la nuit après, tout simplement. Donc là, j'ai une main avec assez lourde en coup. Donc on va la reroll. Très bien. Donc vous connaissez la chanson. On joue encore contre un autre héros, Ordre. Donc c'est la même faction que le deck contre lequel j'ai perdu, mais ce sont d'autres cartes. Vous allez voir, c'est un autre thème. On y va, je monte mes ressources. Je vais mettre un Vulture tout de suite. On a vu la puissance de cette carte quand elle arrive tôt dans la partie. Essayons d'en abuser. Donc il a créé une milice. Une milice c'est une 1-1, 1 de speed. C'est le pouvoir du héros qui fait ça. On augmente ça. Est-ce qu'il a mis des créatures? Oui, il a mis une créature. Eh bien, abusons. On lui enlève sa créature. Et on va lui mettre beaucoup de créatures sur la tête. Et on y va. On va attaquer sa bête. On va limiter son board. Alors, je peux faire une Divine Offering tout de suite comme ça. J'ai une chance de plus au prochain tour de pas la louper. Je vais enlever le Drain Knight parce que le Drain Knight, avant que je joue, la partie sera probablement finie. Et je cherche mon shrine. Donc j'ai déjà mon shrine pour le prochain tour. Il me pose un Sun-Blessed Priest. Donc c'est la 2-2 qui est Life Boon. On va juste augmenter la mana. On va utiliser le pouvoir du héros. On va... Alors est-ce qu'on peut faire ça? Non, il n'y a plus de bêtes au cimetière. C'est dommage. On va aller scratcher un zombie sur elle. Attaquer avec le reste. Voilà. Et on va swarmer le board. Allons-y gaiement. Donc il active son pouvoir, il met une milice et il met un Angelic Song. Alors Angelic Song est une carte qui dit que les créatures ennemies ne peuvent pas attaquer. Donc en gros là je peux faire tout ce que je veux mais je ne peux pas attaquer. Très bien. Tant pis. On va se mettre en place. On va faire ça. On va utiliser le Vulture. Lui enlever une créature. Gagner +1/+1 et se préparer pour le prochain tour. Alors, il me joue un énorme ange. Donc c'est une 4-4 Flying Vigilance. Alors Vigilance qu'est-ce que c'est? Vigilance dit qu'il gagne 2 points de speed quand il est... Enfin, pendant le tour du héros ennemi. C'est-à-dire que là, en gros, il a 4 de speed, et quand ça va revenir à son tour, il va passer à 2 de speed. Donc pendant mon tour, il gagne de la speed. Donc il peut bloquer un peu n'importe quoi, tout simplement. Ok, bah là, on va essayer d'aller jouer ça, pour lui mettre le plus de dégâts possible. On va aller chercher un shrine, on enlève le zombie, et on ne touche pas le shrine, c'est dommage. C'est dommage. Et ben c'est pas grave. On va, je pense, attaquer avec tout 4. Est-ce que ça marche ça 4 Pas avec tout en fait. On va attaquer comme ça. Très bien.
J'aurais pas dû... Ouais, c'est pas très grave, j'ai pas très bien joué. Mais ça va suffire. Pour 1, on va jouer le Noxus Fumes qui va terminer 2 points de dégâts que je n'ai pas mis. Puis on va mettre le Necromancer et passer notre tour. Guardian of the Faithful. Alors ça c'est une carte c'est une carte assez puissante dans l'univers. Elle dit qu'elle peut se sacrifier et elle détruit jusqu'à 3 créatures ennemies attaquantes. C'est-à-dire que là si j'attaque avec tout, elle en détruit 3. C'est quand même assez énorme. Donc on va éviter les carnages hein, et on va utiliser le sacrifice de créatures. On va demander à mon adversaire de sacrifier 2 créatures. Ce qu'il fait, il sacrifie un Guardian of the Faithful. Et puis on va allègrement le bourrer pour 7, 8, 10, 13 points de dégâts et le tuer. Bien. Avec cette victoire, en théorie, j'ai terminé la quête. Voilà. Donc vous voyez la petite icône là. Alors quand je termine la quête, get reward, paf, j'ai gagné 500 gold. Très bien. Alors maintenant, le but du jeu pour moi, c'est de débloquer les autres sites. Par exemple, là, je peux faire un PvE challenge. Si je fais fight et que je gagne, je vais gagner ces 3 cartes là. Et en plus de gagner ces 3 cartes là, je vais unlock la zone. Je pense que c'est ce qu'on va faire avant de passer au craft. Il me reste pas très longtemps, je sais pas si j'ai le temps. Je ne pense pas avoir vraiment le temps de faire ça. L'autre task demande de jouer 5 quick battle avec un héros corruption pour gagner 3 cartes, dont une rare quand même, qui est plutôt bonne. Donc héros corruption joué, c'est ce que je viens de faire, faut refaire 5 parties grosso modo, et on débloque ça. Et ça qui me demande de faire 10 quick parties, et j'aurai droit à une carte épique si j'y arrive. Donc vous voyez que le système de quête est quand même assez addictif, vous en finissez une, vous en avez une autre qui pop, vous en finissez encore une, vous en avez encore une autre qui pop. Bon, au bout d'un moment ça s'arrête parce qu'ils peuvent pas vous donner des cadeaux à chaque quête, mais les premières heures de Spelunker sont très très addictives parce que vous avez envie de finir ces quêtes, parce que votre collection augmente assez vite. Et en fait, la vérité c'est que votre collection augmentera toujours assez vite, ça va vraiment très très vite de récupérer les cartes. Bien, alors ce que je vais vous montrer plutôt que de continuer à jouer et faire les quêtes, puisque ça je vais vous laisser le loisir de le faire vous-même, et puis on en fera un petit peu dans les autres sessions. Je vais vous expliquer le système de craft, qui est la dernière chose quand même à savoir sur Spelunker, c'est-à-dire que le craft, quand vous arrivez level 11, vous le débloquez. À quoi ça correspond le craft? Et bien c'est assez simple en fait. Pour pouvoir vous l'illustrer, puisque le compte là n'est pas de level 11, je vais aller sur un compte spécial qui va me permettre de vous le montrer. Alors vous me laissez quelques secondes et j'arrive. Alors hop. Donc c'est un compte spécial, c'est un compte média comme on appelle, qui nous permet d'avoir accès aux features d'un jeu sans forcément avoir tous les prérequis. C'est un cheat code quoi. Cheat code autorisé on va dire. Voilà. Voilà, donc me voilà sur un autre compte, le compte Mumcard, qui est uniquement level 5, mais j'ai accès au craft. Donc si je clique sur collection, à quoi ça correspond le craft? Alors, quand vous allez avoir une collection un petit peu plus fournie avec des cartes de toutes les factions, vous allez avoir les cas de figure où vous aurez des cartes en 6 exemplaires. Le truc c'est que ça ne sert à rien d'avoir des cartes en 6 exemplaires, puisque de toute façon vous pouvez jouer que 4 maximum par deck. Donc, le principe du craft, c'est de vous débarrasser des cartes que vous avez en trop d'exemplaires pour en faire des ressources, et ces ressources vont vous aider à crafter d'autres cartes. Je vais prendre un exemple qui est très très simple. On va prendre l'exemple, on va aller en corruption par exemple, puisqu'on commence à connaître un petit peu le jeu. Voilà, des Infected Survivor, il y en a 7. Et ben en fait, je peux les désenchanter, les Unbind ça s'appelle. Donc là, si j'unbind un Infected Survivor, je gagne un Shrine de corruption. Et en fait, les shrines de corruption, c'est plus ou moins les ressources dont vous allez avoir besoin pour crafter. C'est-à-dire que si jamais je voulais faire l'inverse, c'est-à-dire que si je voulais crafter un Infected Survivor, ça me coûterait 5 shrines de corruption. Donc là, je vais le faire dans les deux sens pour que vous voyez. Donc voilà, Unbind, si je unbind l'Infected Survivor, paf, j'ai ça. Et je peux dire, ok, je unbind... Oula, pardon. Donc faut faire attention, là ça vous met directement le curseur au maximum que vous pouvez unbind sans attaquer votre collection. C'est-à-dire que là il m'en restera 4 après l'action. Donc si je clique sur unbind, je vais avoir 3 Infected Survivors de moins et j'aurai 3 Corruption Shrine de plus. X 3. Voilà. Et maintenant si jamais je sais pas, je veux créer allez disons un Restless Tomb. Voilà, j'ai qu'une seule Restless Tomb, je vais en avoir une deuxième. Je clique sur Restless Tomb, je clique sur Crafting, et là ça me dit, il me faut 50 shrines.
de corruption pour pouvoir crafter une Restless Tomb. Et j'en ai que 30. Bon. Et bah c'est pas grave, on va juste tout simplement enlever tous les excès et voir si on peut pas se crafter notre Restless Tomb. Alors, il y a un truc qui est quand même super sympa, hein, c'est que plutôt que de faire toutes les cartes une par une, corruption, il y a une fonction assez magique qui dit que vous cliquez droit sur une carte, et vous cliquez sur Quick Unbind. Quand vous avez cliqué sur Quick Unbind, c'est marqué en dessous, ça unbind toutes les cartes en excès, c'est-à-dire qu'ils sont au-dessus de 4 dans votre collection. Et là, ça me dit que si je le fais, je vais gagner 34 shrines de corruption. Bon, bah, très bien, allons-y. Donc ça me fait le sommaire de ce que j'ai gagné, de ce que j'ai désenchanté. Et là, paf, j'ai gagné 34 shrines. Bon, bah là j'en ai 64, je peux me le crafter ma Restless Tomb. Bah oui, mais le problème c'est que le jeu vous force à garder au moins 20 shrines, parce que 20 shrines, c'est ce qu'il estime nécessaire à la création d'un jeu corruption. Donc il va falloir que je trouve d'autres moyens pour faire des corruption shrines pour pouvoir crafter ma carte. Et ben c'est possible, il suffit de cliquer sur le corruption shrine, de faire crafting, et en fait, vous pouvez échanger des shrines d'autres couleurs contre le shrine de corruption. Par exemple, j'ai 55 shrines wisdom, je peux convertir quelques-uns de ces shrines en corruption shrine. Donc si je récapitule, il me faut 50 shrines pour ma Restless Tomb et il faut que je garde 20 shrines de bonus. J'en ai 64, donc il faut que je convertis, il faut que j'obtienne 6 shrines de corruption de plus. Donc allons-y, cliquons. Donc je vais en avoir 70. Et bien voilà, j'en ai 70 si je fais ça. Je convertis, j'ai mes 70 shrines, et maintenant je peux enfin aller crafter ma seconde Restless Tomb. Voilà, donc le système de shrine vous permet comme ça d'aller récupérer des cartes spécifiques qu'il vous manque pour vos jeux. Donc évidemment ça coûte relativement cher en ressources, mais c'est quand même pas très cher payé pour aller chercher les cartes essentielles à vos envies de deck building. Alors, pour récapituler un tout petit peu tout ce que j'ai dit au niveau du crafting et pour faire un petit peu un bilan de ce que ça coûte et de comment l'obtenir, je vous ai fait un petit panneau. Voilà, donc le craft. Quand vous allez unbind une commune, vous allez gagner un shrine de l'aspect correspondant. Donc par exemple, si je unbind une commune corruption, je gagne un shrine corruption. Si je unbind une unco, je gagne 2 shrines corruption. Pour les trucs comme ça. Si je unbind une rare, donc les rares c'est des symboles jaunes, je gagne 10 shrines. Si je unbind une épique ou un héros, je gagne 30 shrines. A savoir que pour le craft, les valeurs sont différentes. Pour crafter une commune, ça me coûte 5 shrines, ça ne vous arrivera jamais. Je ne pense pas que vous allez devoir crafter une commune un jour, mais sait-on jamais. Si vous devez crafter une co, ça vous coûte 10 shrines de l'aspect correspondant, une rare 50, et les épiques et les héros coûtent quand même 150 shrines par aspect, donc d'où l'intérêt d'obtenir des packs starter, puisque vous avez des héros inclus dedans. Et donc, 2 shrines d'un aspect vous donnent un shrine d'un autre aspect. C'est-à-dire qu'il m'a fallu que je convertisse 2 shrines wisdom pour avoir un shrine de corruption dans l'échange de la manipulation que j'ai fait juste avant. Voilà. Donc c'est un récapitulatif un petit peu rapide du crafting. Il faut savoir que le crafting, donc je le rappelle, vous allez y avoir accès au level 11. Donc ça vous motive, vous avez vu, je suis level 3 sur le compte qu'on a essayé. Ça va vous motiver un petit peu à farmer, tout simplement. Comme ça vous dites, ok, je vais farmer mes packs, je vais récupérer des boosters. Avec les boosters, je vais améliorer mon deck. Alors je vous ai pas montré ça d'ailleurs, je vais retourner sur l'autre compte. Je vous demande quelques petites secondes, je vous remets sur le panneau en attendant. Si on... comment dire, les packs que j'ai ouverts tout à l'heure, ils auraient pu améliorer mon deck, parce que là je vous ai pas montré comment améliorer le deck, je vous ai montré l'interface, mais je l'ai pas fait, donc je vais le faire avec vous pour vous montrer quelques fonctionnalités quand même. Hop. Alors je retourne sur l'autre compte en fait. Voilà. Me revoilà. Ok, donc pour modifier les cartes, donc vous allez dans héros, vous cliquez sur Edit Deck, et donc là on voit déjà que j'ai récupéré un héros. Mais là, le but du jeu c'est d'afficher mon deck. Je sais pas où il est, c'est bugué là. Non, reviens. Alors ça va bugger, ok. Ça a bugué, ça arrive de temps en temps, je déconnecte et je reviens. Encore une fois, le jeu est en bêta, il faut vous attendre à ce qu'il y ait quelques erreurs comme ça. Quelques crashs, on dira.
Alors, on y retourne, je remets l'identifiant. Donc il y a une petite case Remember Me, je l'utilise pas parce que j'ai dû switcher de compte pour la vidéo. Mais c'est évidemment bien meilleur. Donc, Heroes. Le voilà, Edit Deck. Et je veux mettre mon héros, c'est parce qu'il était enlevé. Voilà. Alors, vous voyez que quand j'ai à peine obtenu quelques packs, que c'est déjà un peu plus le bordel et que les fils vont vous être un petit peu plus utiles. Je clique sur l'icône de corruption et j'ai toutes les cartes corruption. Alors, dans les cartes que j'ai récupérées, il y a vraiment des cartes qui vont m'intéresser pour améliorer. Donc j'ai vu que j'avais récupéré une Ghoul, j'ai récupéré un Flashhold Delirium, c'est quand même pas ouf. C'est pas délirant. Par contre, j'ai récupéré un Infected Survivor de plus, c'était plutôt pas mal l'Infected Survivor. Donc par exemple, si je veux intégrer l'Infected Survivor, il suffit que je glisse la carte. Et là, les 3 copies sont là. Alors, autre façon de faire, je clique sur quelque chose qui est déjà dans le deck et je peux manipuler son nombre de copies. Jusqu'à l'enlever si je le veux, bien sûr. Si je veux enlever les Rotting Remains, voilà, c'est fait. Alors, si vous cliquez gauche et que vous déplacez, vous ne déplacez qu'une seule carte. Mais vous pouvez appuyer sur CTRL et clic gauche, déplacer, et là vous déplacez le maximum de copies disponibles. C'est-à-dire jusqu'à 4 bien sûr. Donc là il y en avait 3, ça m'a mis les 3 d'un coup. Ok, donc il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas beaucoup de cartes qu'on a touchées. Il y a le Nightbringer, on pourrait peut-être l'essayer si vous voulez essayer Nightbringer. Par exemple, vous enlevez un zombie légionnaire, comme là, et vous déplacez le Nightbringer. Les cartes sont triées par ordre de coût et de seuil. Voilà. Donc là, ça coûte. Le zombie légionnaire coûte 1 avec un seuil de 1. Le Nightbringer coûte 1 avec un seuil de 1, etc. etc. Là, 2 avec un seuil de 1, et c'est trié comme ça. Donc, tout à l'heure, le système de craft, je vous l'ai montré, et j'espère que vous avez compris l'intérêt de la feature montrer toutes les cartes. Ça va vous permettre d'éplucher un petit peu les cartes qui existent et de vous fixer des objectifs sur les cartes à obtenir via le crafting. Voilà. Bien. Et bien écoutez, la première... Alors, avant que la première partie s'achève, je vais quand même toucher un petit mot sur les trials, même si on va pas jouer dès ce soir en trials, ce sera plutôt vers la 3ème émission qu'on fera ça. Alors les trials, c'est un mode de jeu un tout petit peu particulier quand même. Vous allez avoir... Donc là les decks sont de 60 cartes minimum, j'ai oublié de le dire. Mais comme beaucoup de jeux, les decks sont de 60 cartes minimum. Dans le trial, les decks sont de 45 cartes. Vous allez pouvoir choisir donc 30 cartes. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va vous offrir un choix de 3 cartes. Vous allez pouvoir choisir une carte parmi les 3 à chaque fois. Vous allez faire ça 30 fois pour obtenir 30 cartes. Et le jeu va vous donner automatiquement 15 shrines. Au tout début du trial, vous allez pouvoir choisir un héros et des combinaisons de couleurs. Donc vous aurez le choix entre 3 héros et 3 combinaisons de couleurs pour commencer le trials. Voilà. Donc c'est une courte introduction, mais je me devais tout de même de la faire. Nous allons de toute façon revenir dessus lors de la 3ème émission, je pense. Alors, la première émission de découverte de Spellweaver s'achève ici. Vous aurez dans la 2ème émission une démonstration de deck un peu plus construit. Vous verrez un petit peu plus ce qu'on peut faire avec le craft, avec les quêtes d'académie, la quête d'académie dont je vous ai parlé qui est level 13. Je prendrai un compte qui est un tout petit peu plus évolué afin de vous montrer des mécaniques un petit peu plus intéressantes au niveau du jeu Spellweaver et vous montrer que le jeu n'est pas simple, a des mécaniques simples mais peut proposer des scénarios assez complexes et assez sympathiques à résoudre. Voilà. Et lors de la 3ème émission, on va se lancer dans le mode de jeu Trials. Je vous ferai découvrir un petit peu comment fonctionnent les Trials et j'essaierai de vous donner envie d'essayer, tout simplement. Voilà. En espérant que cette vidéo vous aura aidé dans vos premiers pas sur Spellweaver, je vous dis à la prochaine fois.